Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crème glacée. Salut tout le monde! Bonne année! Bonne année! On est en 2026. Ça a tellement passé vite 2025, je sais pas Ça a pour pas de toi sens. là, et pour vous, mais une année qui a été speedrun. Là. Ouais, et très chargée. Je sais pas pour toi, mais moi, je me rappelle avoir manifesté des choses, avoir fait des résolutions. Et honnêtement, je suis fière de dire que c'est une des premières années de ma vie que je coche vraiment des choses sur mes résolutions. Genre, on dirait que tout est arrivé cette année. C'était Genre, vraiment what the fuck? Ouais, une année transformatrice et qui concrétisait des choses. C'est passé des affaires. C'était comme Ouais. pas... Il y a des années de transition un peu, que comme des choses se placent tranquillement, pas vite. Mais ça, c'était comme l'année que... Ouais, plein de boum, 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 Ouais. genre escalade, changement, ching, ching, ching. Genre, Ouais. what the hell? Excusez. C'est super éloquent comme manière d'expliquer ça. Ouais. Mais bienvenue à tous. Bon début d'année. Ton début d'année. On est très heureuse de lancer la prochaine année en votre compagnie. Ça va bientôt faire 2 ans qu'on fait ça. C'est quand même fou, ben raide. Stand by, stand by, stand by. On va peut-être faire de quoi de spécial pour nos 2 ans. Ben, on peut le dire. On peut le dire. Oui, le 11 février, c'est notre fête de crème glacée. 2 ans depuis le début qu'on a posté le premier épisode. C'était en même temps que le Super Bowl, le 11 février Oh mon Dieu. 2023. Oui, je me rappelle. C'était drôle. On avait comme pas catché qu'on postait ça en même temps que le Super Bowl. On était comme, ouais. Anyway, Nous, on on avait s'est eu dit, 20 écoutes au début. Là. Ben, c'est ça. Ils étaient tous en train d'écouter le Super Bowl. C'est pour ça. C'est pour ça. On s'est dit, garde, ça va passer sous le radar. Là, si on n'a pas trop de views, c'est à cause du Super Bowl. Mais oui, fait que le 11 février 2026, on va faire un live sur Patreon. Oui. Puis je pense que le dernier, c'était l'année passée, même heure, même date. Ouais. Tout. Donc, ça va être un Q&A. On va jaser avec vous autres en direct. C'est toujours le fun, ces petits événements-là. Puis ça faisait longtemps qu'on en avait fait un. Fait que là, on va fêter notre fête ensemble. Oui. Pour les abonnés 1 boule et 2 boules Patreon, vous pourrez assister au live. Fait que profitez-en. Oui. Je voulais juste prendre 2 secondes pour se féliciter à nous deux pour la belle année qu'on a vécue avec Crème glacée parce qu'il s'en est passé des affaires, Tellement. surtout à la fin de 2025. Ouais. Le live avec Ars Moriendi, la tournée live, là, Oui. complètement fou. Qui se poursuit encore cette année. On commence l'année avec ça. Oui, à Tétroville, on a un spectacle le 22 janvier. Oui. Puis je sais pas au moment où cet épisode-là va sortir s'il va y avoir d'autres dates d'annoncer. Mais restez à l'affût là, si c'est pas le cas parce que ils vont ça être annoncés sur nos réseaux sociaux, les autres dates, là, mais c'est Ouais. supposé durer jusqu'à cet été. Là, fait que Ouais. gardez l'œil ouvert pour ça. Mais ouais. Puis aussi, notre meilleur podcast dans des tops de Apple Balado, là, de meilleur podcast 2025. Oui. Il y a genre 5 nominés, puis on est dans les 5. Là, genre, Ça a what the pas de hell? sens. Ouais. À côté des grands. C'est Non, genre des influenceurs, les autres. Ouais, là. c'est malade. C'est complètement fou. Puis genre, tu sais, on a un site web maintenant. On a notre merch qui va rester comme tout le temps. Puis qu'on va tout le temps faire des petits spécials. On a fait le Festipod. Comme tout s'est enchaîné. Puis encore et toujours, on est sur le bord de vous annoncer encore tellement d'autres choses. Genre, on peut pas tout dire pour le moment, mais comme il y a tellement d'affaires qui se préparent pour 2026. Là, on s'est fait un petit recap. Puis qu'est-ce qu'on se voit pour le futur. Puis genre, il y a plein d'affaires, là, janvier, février, là, il va s'en passer des affaires. Ça continue. L'année 2026 va être probablement autant mouvementée que 2025. Oui. En tout cas, je nous le souhaite. Mais c'est vrai, bravo à nous. Oui, puis merci à vous, cher Cornet. C'est entre autres grâce à... en fait, c'est 100% grâce à vous si on a tout ça. Fait que vraiment, merci. Non, s'il y avait juste les 20 premières personnes qui nous ont écoutés, puis c'est tout... on serait pas capable de se permettre de genre autant écrire d'épisodes parce des que longs épisodes. Ça fait qu'on travaille un peu moins là en faisant ça là, parce que Chris, on est genre à temps plein en train de travailler sur le podcast, fait que c'est grâce à vous quand même tout ça. Oui, qu'on peut quasiment vivre là de notre passion. Oui. Ça s'en vient là. C'est hot quand même. Ouais. Je touche du bois. Touchons du bois.
Mais c'est ça. Fait que, garde, écoute, sur toutes ces belles paroles, ces beaux souhaits, ces beaux remerciements, c'est beau tout ça. C'est à moi de lancer l'année 2026 avec mon épisode. Puis, si je me trompe pas, là, vous l'avez vu dans le titre, mais si je me trompe pas, l'année dernière, c'est moi qui avais commencé l'année avec un épisode en 2 parties, ça se peut-tu? Il me semble que c'était Fred et Rose West, non? Il me semble que c'était ça. Ouais. En tout cas, il me semble que 2025 a commencé avec un gros épisode en 2 parties. Et là, vous l'avez vu dans le titre, mais c'est ce que Jus nous réserve aussi cette année. Fait que je suis bien excitée. C'est ça, on en fait peut-être 2 fois par année, là, des épisodes en 2 parties. On sait que c'est pas toujours le fun parce qu'on aime ça tout binge écouter d'un coup. Ouais. Mais ce genre d'histoire-là, j'ai l'impression que c'est trop lourd pour un épisode. Là. Puis déjà qu'on fait souvent des épisodes de 2 heures, tu sais, 2h45, 3h, c'est un peu too much. Puis aussi, au montage, il faut s'aider un peu. Fait que... Ouais. Non, c'est bien. Mais vous serez pas déçus, je pense. Et là, la partie 2 est déjà sur Patreon pour les chanceux et les gens incapables d'attendre. Fait que si vous êtes trop impatients, vous pouvez aller vous abonner au Patreon, le palier Cornet de Boules. Vous pourrez aller binge écouter la suite. Mais sinon, c'est juste 7 jours, puis on se retrouverait dimanche prochain. Yeah, j'ai hâte d'écouter ça. Mais là, avant, je vous fais des petits shout-outs. Oui. Puis là, on arrive full à la fin de la liste, là, genre... Vous allez en écouter quelques-uns, mais comme ça finit bientôt. Fait que le premier, c'est de la part de Mégane. Elle nous dit « Allô les filles, je souhaiterais faire un shout-out et remercier ma mamounette cacahuète d'amour qui m'a transmis sa passion de true crime et qui m'a offert votre abonnement Patreon pour Noël. On adore vous écouter. » Tu sais, on vient de parler. Noël vient de finir, mais un an. Hey, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais c'est cute, là. Ça nous fait une petite promo, regarde. Offrez Patreon pour Noël, la gang, offrez. Faites découvrir. Offrez, donnez, partagez. Hey, on est en janvier, là. Le Noël est fini, là. En tout cas, salut Mégane, puis salut Mamounette cacahuète d'amour, là. Ouais, c'est vraiment trop cute. Cute. Merci d'être là puis de nous écouter. Oui. Ensuite, le deuxième shout-out, c'est de la part de Maëva. Elle dit « Salut les filles, je m'appelle Maëva et j'aimerais faire un shout-out à une de mes meilleures amies, Elodie, qui m'a fait découvrir le podcast. Elle et moi, on travaille ensemble et maintenant, à chacun de nos shifts communs, on débrief de ce qu'on a écouté. On vous aime beaucoup et merci pour le beau travail que vous faites. » Ah, coucou les filles, merci de nous écouter. Oui, gros merci, gros bisous. Salut Elodie, salut Maëva. Salut! Voilà, c'était la section shout-out d'aujourd'hui. Good! Passons à ma saveur du jour. Oui. C'est vrai. Et ma saveur provient d'une auditrice, une suggestion. En fait, d'une auditrice et d'une spectatrice parce que c'est Steph qu'on a rencontré à notre show à la Cache des Patriotes à Contrecœur. Oui, puis elle nous a dit, je vous avais proposé ça, vous l'avez goûté. Oui. Elle nous avait écrit en DMs, il y a un bout, puis là, à notre show à Contrecœur, elle est venue nous voir pour nous dire, avez-vous essayé finalement la saveur que je vous avais conseillée? Puis là, j'ai dit non. Mais j'ai toujours envie de l'essayer et j'ai tellement envie de l'essayer que là, je la mets en saveur du jour. C'est juste que là, on est l'hiver, fait que les crèmeries sont fermées. Mais c'est la crème glacée du Kemkoba à Montréal à la saveur beurre salé. Genre, niaise-moi. Tu sais, un petit goût umami, un peu sucré-salé, là. Ça a l'air trop fucking bon. Ouais, ça doit être bon. Ça doit vraiment être quelque chose. Puis elle disait, je pense, je connaissais pas là, le Kemkoba, mais c'est genre une genre de crèmerie asiatique un peu. Fait que, en tout cas, ça m'intéressait beaucoup. C'est sûr que je vais l'essayer dès que ça l'ouvre au printemps. OK, là, ça part. Je me lance. Je suis prête. Je suis assez prête, là. C'est rare qu'on se... Excuse, parenthèse. C'est rare qu'on se dit comme un peu nos sujets d'avance. Ouais. Mais là, étant donné qu'on voulait vraiment avoir nos vacances de Noël, on a fait beaucoup d'enregistrements d'avance, puis on se disait un peu ça allait ressembler à quoi, juste pour être sûr, là, tu sais, qu'on fasse pas des épisodes trop similaires. Fait que là, je sais ce que tu vas nous raconter aujourd'hui et j'angoisse. Tu as la trouille? J'ai la trouille. Eh bien, prépare-toi bien. Imagine une rue ordinaire d'Englewood, un quartier en pleine expansion dans un Chicago des années 1890. On est loin. Des magasins qui ouvrent, des passants pressés, des ouvriers qui travaillent, des calèches.
Rien qui annonce ce qui se trouve juste là, à l'angle de la 63e rue. Un grand bâtiment de briques, 3 étages, élégant, presque moderne pour l'époque. Mais dès qu'on pousse la porte, il y a quelque chose qui cloche. Le rez-de-chaussée a l'air bien normal. Il y a une pharmacie, une bijouterie, des bureaux d'employés, des clients. Mais pourtant, dans l'air, il flotte une étrange impression, comme si les murs avaient été construits un peu différemment, pas tout à fait droits, pas tout à fait logiques. On monte l'escalier et l'atmosphère change. Ici, le silence s'épaissit. Les couloirs sont longs, trop longs. Certains tournent brusquement et d'autres reviennent exactement au point de départ. On ouvre une porte et c'est un mur de briques. Une autre porte s'ouvre sur une pièce sans fenêtre, lugubre. Et personne n'a accès au sous-sol. Plus on avance dans l'édifice, plus on réalise que cet endroit n'a pas été pensé pour des clients. Ce bâtiment a été pensé pour quelqu'un dont les intentions semblent douteuses. Là où les gens ne voyaient qu'un bâtiment, son propriétaire, lui, y voyait un terrain de jeu, un labyrinthe qu'il avait lui-même façonné, pièce par pièce, couloir par couloir, pour assouvir ses envies les plus morbides. Bienvenue, vous êtes au Murder Castle. Bonne chance pour vous en sortir vivant. J'aime pas ça. J'ai tellement d'images, là. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du célèbre tueur en série H.H. Holmes et son château de la mort. Mes sources principales sont H.H. Holmes, The True History of the White City Devil par Adam Selzer et Alaina du podcast Morbid, qui a fait un énorme travail sur ce cas-là, genre 5 épisodes. Puis bref, je la remercie. On doit redonner à César sa salade. Ouais. Redonner à César ce qui revient à César. OK. C'est une expression, peut-être? Oui, peut-être. Mais je suis pas... C'est une joke, la salade, mais oui. Bref, je voulais juste lui faire un beau shout-out parce que c'est ma girl. 5 épisodes, sacre bleu. Alaina, c'est ma girl, fait que merci. OK. Pour comprendre l'histoire de Holmes, il faut d'abord revenir à la fin du 19e siècle, à un moment où les États-Unis se transforment à une vitesse folle. Puis c'est comme un peu avec le contexte qu'on veut tout comprendre, puis que beaucoup de choses s'expliquent. Les grandes villes comme Chicago deviennent l'un des symboles de cette nouvelle énergie-là. C'est une époque d'audace, d'ambition et surtout d'anonymat parce que, avec la frénésie de l'industrialisation et de la modernisation, on peut arriver en ville, changer de nom, recommencer sa vie sans que personne pose trop de questions. Des gens peuvent disparaître, volontairement ou non, sans se faire remarquer. C'est aussi l'âge d'or des pickpockets, braquages de banque, pilleurs, hors-la-loi, un peu l'âge d'or du crime comme on l'entend dans les films, genre. Mm-hmm. C'est dans ce contexte-là, bouillonnant, qu'apparaît la figure énigmatique de H.H. Holmes, un homme qui incarne parfaitement cette époque-là. C'est un homme intelligent, charmeur, ambitieux et très doué pour naviguer dans un monde où les règles ne sont pas tout à fait établies encore. C'est encore nouveau. Puis la ville grossit plus rapidement que l'instauration des lois puis des mesures prises en charge pour garder la loi et l'ordre. Fait qu'il y a des débordements. Holmes est le produit d'une société en pleine croissance où les possibilités, bonnes comme mauvaises, semblent illimitées. C'est un des tueurs en série les plus connus des États-Unis et son nombre de victimes réelles restera probablement un mystère pour toujours. Une chose est sûre, ce nombre est élevé. Holmes a officiellement confessé 27 meurtres. Pour certains experts ou fans de true crime, ça ressemble plus à 200. Mais parmi ces confessions, plusieurs sont fausses. Il confesse des fois des meurtres de personnes toujours en vie au moment où il parle. Selon Adam Selzer, l'auteur du livre principal avec lequel j'ai fait mes recherches, on peut officiellement, hors de tout doute ou presque, associer 9 meurtres à Holmes. Les autres sont suspectés, pas confirmés, et selon lui, 200, c'est beaucoup trop exagéré. Genre, il aime ça, être populaire puis s'en donner plus que le client demande, genre. Pas juste lui, la presse de l'époque et encore aujourd'hui, le monde aime ça, exagéré, et je vais y revenir beaucoup dans les deux parties de l'épisode. Malgré ce nombre élevé, même 9, c'est beaucoup, là, ce n'est pas nécessairement pour ça qu'H.H. Holmes est autant connu. Surnommé le Jack the Ripper américain,
Il a su marquer l'imaginaire par la manière dont il a tué ses victimes ou la manière dont les gens disent qu'il a tué ses victimes. Mhm. Des gens ordinaires sans histoire, des hommes, des femmes, des enfants torturés, pour la plupart pris au piège dans son Murder Castle. Si vous avez vu la saison 5 Hotel de American Horror Story, l'hôtel du personnage principal est inspiré un peu de ce Murder Castle-là. Quand je serai rendue à cette partie-là de l'histoire, vous aurez peut-être des images en tête. Holmes, il est intelligent, oui, mais pas d'une intelligence normale. Il est doué pour se sortir d'une situation, pour acquérir ce qu'il souhaite sans faire les efforts pour. C'est un con man. Il va mentir, manipuler et inventer des histoires tellement complexes qui mélangent réalité et fiction au point que personne n'est capable de différencier le vrai du faux. Sa stratégie, c'est « je vais dire tellement d'histoires différentes et compliquées et mélangeantes que les gens abandonnent. » Ils sont comme « je veux plus essayer de voir si tu as raison ou pas, t'es trop compliqué pour moi. Genre, tu me mélanges trop. » Je comprends. Il est probablement le plus grand menteur de l'histoire des États-Unis parce qu'on l'a laissé mentir durant vraiment longtemps et pour toutes sortes de situations. Il s'est faufilé, s'est sorti de 1001 pétrins tellement souvent avec ses paroles, ça en est presque impressionnant. Ça fait peur, des gens de même. Ouais, vraiment, là. Il n'y a aucun scrupule, aucune empathie. Il pense juste à lui et à l'argent. Et ce talent se ressent encore aujourd'hui parce que bon nombre de faits, entre guillemets, dits à son sujet sont complètement faux. Son talent de beau parleur l'a suivi pour les 100 années après sa mort. Plusieurs histoires sont romancées, exagérées, victimes du bouche à oreille. Et aujourd'hui, je vais essayer de raconter son histoire et je sais que vous avez hâte à ce que j'arrive au Murder Castle, mais c'est beaucoup plus complexe et long et je tiens à contextualiser et tout raconter autour et pas juste arriver au côté sensationnaliste de la chose. Mhm. Fait que cette série de 2 épisodes va être un très slow burner en 2 parties. Installez-vous bien, soyez patients, mais ça va être long. Faut mais comprendre très intéressant. le personnage, le contexte et tout. Là. Mm-hmm. Okay. Mm. La plupart des informations sur sa vie à Holmes proviennent originalement de journaux de l'époque. C'était le genre de journal qui faisait des articles de 5 pages sur des manières amusantes de s'enlever la vie et qui décrivait les femmes victimes comme des « little creatures », fait que des sources plus ou moins sérieuses et fiables. Donc là, je dis un disclaimer au début. Mm-hmm. Vu qu'on a affaire à un menteur, un escroc monumental, beaucoup d'infos varient d'une source à l'autre et beaucoup d'anecdotes, d'histoires à son sujet sont inventées. Je vais pas toujours dire que ceci ou cela dépend des sources et que peut-être que si ça, là je le dis une bonne fois au début et peut-être à quelques fois durant la suite, là. Mais c'est très possible que j'aille fait des erreurs et que je raconte des trucs qui ont été démentis par certaines personnes, mais pas par d'autres, tu sais. Ouais, c'est ça. Rendu là, c'est genre un grand casse-tête. Là. Il y a peut-être des pièces qu'on est convaincu que c'est ça, mais c'est pas ça. Puis, je veux dire, il y a peut-être des informations que personne n'est au courant à part lui-même. Là. Exact. Puis même lui, il doit tellement se mentir à lui-même de la manière que t'en parles. C'est ça. Il croit à ses mensonges. C'est vrai ou pas. Uh-huh. Et juste vers la fin, là, quand j'énumère les victimes et tout, dans la presse, les gens se trompaient de nom. Ils disaient telle femme qui habitait à telle adresse, puis là, ils se trompent de nom. Fait que, tu sais, après ça, des gens qui démentent certaines affaires sont comme, selon les registres, telle femme était toujours vivante. Mais je suis comme, c'est une erreur. Je veux dire, dans le temps, ils notaient tout à la main, ils faisaient des erreurs. Les gens déménageaient, changeaient de nom comme pas possible, sans aucune remise en question. Fait qu'après ça, il n'y a rien de 100% fiable. Bref. Je comprends. J'ai fait mon possible et au final, on est ici pour écouter une histoire, un récit fascinant. Et là, on est tous dans le même bateau. On sait que ça flirte entre réalité et fiction. Parfait. Et j'ai divisé le tout en chapitres. Yay! Chapitre 1. Son enfance. J'ai pas des noms funky. J'ai été straight to the point. Le 16 mai 1861 est un jour sombre pour l'humanité. Le jour de la naissance d'Herman Webster Mudgett, dans le petit village de Gilmanton, au New Hampshire. Attends, peux-tu me rappeler ce nom-là? Herman Webster Mudgett. C'est ça son vrai nom. On comprend pourquoi il a changé de nom, hein? Yes. Je suis désolée. On dirait genre un jeu vidéo.
Je trouve que ça me fait penser genre à un insecte, genre, je sais pas. Ouais, aussi. Je suis capable de le voir. Genre, mettons, Plancton dans Bob l'éponge, il pourrait s'appeler Herman Webster Mudget, je trouve. Je sais pas. C'est vrai, c'est vrai. J'ai une image précise en tête, là, mais Ça fait... Ouais. c'est pas épeurant, tu sais. Non. Herman y arrive au monde loin de l'énergie des grandes villes américaines. À Gilmanton, on parle plus d'une communauté rurale dispersée dans les champs, les maisons sont loin l'une de l'autre, où presque tout le monde se connaît et où chacun sait un peu ce que fait son voisin, chacun fouine, le mémérage, le ci, le ça, une petite communauté. La majorité des familles, dont celle des Mudgett, vivent de l'agriculture. Herman y est le troisième enfant de Theodat Page Price et Levi Horton Mudgett. À Gilmanton, il n'y a pas d'industrie lourde, pas de mouvement urbain massif. La modernité arrive lentement comparée à ailleurs. On y mène une vie de routine très ancrée dans le travail manuel et l'autosuffisance. Et comme beaucoup de villages de la Nouvelle-Angleterre, Gilmanton est imprégné de traditions protestantes. Herman a donc grandi dans une famille méthodiste très stricte, où la discipline religieuse fait partie du quotidien. Et là, contrairement à certaines sources, ses parents ne seraient pas violents avec lui. Selon les archives officielles, c'est plus des parents autoritaires comme à l'époque. Mm-hmm. Peut-être qui donnaient des petites claques par-ci par-là, mais rien qui sortait de l'ordinaire. Ouais, OK. Herman lui-même décrit sa famille comme n'importe quelle... décrit sa vie de famille comme n'importe quelle autre enfance d'un garçon de cette époque et de ce milieu social. OK. Ses parents, aux dernières nouvelles, sont connus comme de bonnes personnes et il n'y a rien à signaler de ce côté-là. Même sa mère a décrit Herman comme un petit gars propre et aimant. Herman, c'est un enfant très studieux, intelligent, mais aussi profondément solitaire. Pendant que Gilmanton grandit tranquillement et s'industrialise très lentement, qui reste figé dans le temps, mettons, et dans les traditions, le reste de l'Amérique et des grandes villes se transforme. Il y a la guerre de sécession qui éclate et se termine. Et il y a l'industrialisation, les chemins de fer, l'économie qui bouge. Fait qu'un jeune garçon comme Herman, qui est attiré par quelque chose de plus grand, par la science, par l'innovation, il sent un décalage entre lui et le reste de sa communauté. Et comme de fait, à l'école, Herman il est différent. Les gens le décrivent comme normal, mais qu'ils ont toujours trouvé quelque chose de weird chez lui. Mais bon, c'est facile à dire après quand tu sais qu'il était un tueur en série. Les gens disent qu'il y a une espèce de aura inconfortable là, qui se dégageait de lui. Il est trop sérieux, trop intelligent, trop à l'écart. Il se fait souvent niaiser, évidemment, à cause de ça, par les autres enfants. Et une histoire dans son enfance revient souvent, qui est difficile à vérifier, mais bon. La rumeur serait selon laquelle des camarades l'auraient forcé à toucher à un squelette dans le bureau du médecin du coin. Le médecin, c'est Dr. Nahum Wright, qui est un grand anatomiste et fan de dissection. Fait qu'il y avait plein d'affaires un peu creepy dans sa boutique, dans son cabinet. Et ses amis, ou en tout cas ses camarades, auraient enfermé Herman dans le bureau, pogné avec le squelette, puis au lieu de le traumatiser, ça l'aurait plutôt fasciné. Et plus tard, Herman dit que c'est un peu ça qui lui a donné la passion de l'anatomie. Okay. Vrai ou pas, ce mythe-là colle parfaitement avec ce qui va devenir plus tard. L'intelligence d'Herman passe pas inaperçue. Là, le monde remarque bien que c'est un petit garçon brillant, il lit beaucoup, il s'intéresse à la médecine extrêmement tôt et démontre aussi une intelligence utilisée à mauvais escient parce qu'il développe un côté manipulateur très rapidement. Déjà adolescent, il ment facilement, il se sent aucunement coupable de mentir, il enjolive la réalité, s'invente des histoires et des rôles. On dirait déjà qu'il teste les limites du monde autour de lui et à quel point il est capable de mentir et que les gens vont embarquer dans ses histoires. Ouais, puis il est de plus en plus genre créatif, puis genre inventeur, tout ça. Là. Il doit se faire des belles histoires, beau parleur, tout ça. Là. Oui, puis si ça marche pour un petit mensonge, OK, je vais essayer un plus gros. Ça. Puis lui, c'est un petit thrill, il commence à aimer ça, il se fait pas pogner. Puis en même temps, s'il est genre quelqu'un qui est habitué d'être à part et tout, les gens, ils connaissent comme pas grand-chose de lui, là. Fait qu'il peut dire un peu n'importe quoi. Exactement. Et comme beaucoup de tueurs en série,
avec sa passion un peu pour la science et l'anatomie, ben il commence à disséquer des animaux pour examiner leurs entrailles. Mhm. C'est super. Au-delà de l'anatomie, ce que Herman semble affectionner encore plus que ça, c'est l'argent. À un très jeune âge, il pense à l'argent, là. Il s'intéresse trop au cash money, disons. Là. Ils veulent souvent de l'argent. Il travaillait dans un petit magasin, il volait de l'argent de la caisse, ou il fait des petites escroqueries, il fait du pickpocket, ou, mettons, au lieu de payer pour un service, il va dire je vais te payer plus tard, il paye jamais. Ou il va dire ben non, je t'ai déjà envoyé l'argent, ou je l'ai donné à ton boss, cet argent-là. Tu sais, il va comme déjà rendre ses paiements flous, puis espérer que ça se perde un peu dans le système, entre guillemets. Plusieurs soulignent le fait que Herman regardait jamais les gens dans les yeux et que ça rendait tout le monde inconfortable. C'est creepy. Oui, j'ai ça, les gens de même. Ouais. Moi, je connais quelqu'un, là, puis tu sais, c'est peut-être pas de sa faute, là, mais au lieu de me regarder dans les yeux, puis je pense qu'il fait ça avec tout le monde, là, il regarde genre ma bouche et le menton. Puis il est pas malentendant, il lit pas ses lèvres, là. Mm-hmm. Mais tu sais, mettons là, je suis en train de te le faire. C'est weird, là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Puis moi, j'avais le réflexe de me pencher, de baisser ma tête pour pogner son regard. Puis je sais pas, c'est plus fort que lui, I guess, là. Puis ça veut pas nécessairement dire non, que je pense pas que c'est un psychopathe. Non, mais je veux dire, ça m'avait marqué. J'avais jamais réalisé comment c'est important de regarder le monde dans les yeux, là. Oui. Moi, j'ai connu du monde aussi qui regardait comme dans les airs, là. Genre, je sais pas, tu sais, mettons, ils sont capables de me regarder dans les yeux, mais dès qu'ils commencent à parler, ils regardent tout le temps dans les airs. Puis là, ça me rend tellement, genre, inconfortable. C'est weird. On dirait que je suis pas capable de croire ce que tu me dis. C'est ça, on dirait que tu cherches. T'as l'air d'inventer parce que tu regardes vers le haut un peu. Hein? Oui, il faut, genre, tu te concentres pour rester dans ton histoire, on dirait. Ouais. On dirait que c'est des gens qui cherchent à éviter quelque chose. C'est ça, t'as quelque chose à cacher. Ouais. En tout cas. Mais... je pense sincèrement que c'est vrai qu'il regardait difficilement les gens dans les yeux parce que c'est un gros menteur. Mm-hmm. Mais il y a des sources qui disent qu'Herman il a été diagnostiqué comme souffrant de strabisme. Fait qu'il louchait. Fait que, tu sais, peut-être qu'il regardait pas le monde dans les yeux parce qu'il y avait un œil qui louchait, là. Mais bon. Non, peut-être que tout le monde ne regardait pas le bon œil. Ouais. En tout cas, c'est peut-être pas de sa faute aussi non plus, là, mais c'est peut-être qu'il regarderait pas les gens dans les yeux, même s'ils louchaient pas. Là. Et nous, il y a des gens aussi qui sont juste inconfortables, gênés, timides, puis qui sont incapables. Puis ça veut pas dire qu'ils disent la merde, mais comme dans ce cas-là, oui, on comprend que c'est le cas. Là, mais somme toute, on décrit Herman comme un jeune garçon poli, solitaire, un peu oubliable même. Une chose revient tout le temps parmi les témoignages à propos de lui par son entourage, c'est son obsession pour l'argent et le mariage. Là, je réitère, c'est vraiment récurrent dans toute sa vie. Il veut de l'argent et se marier. Dès 14 ans, il cherche à épouser une femme. Et c'est pas un grand romantique là, qui veut juste tomber en amour, vous allez voir. C'est bien étrange. Mm-hmm. Je pense qu'il a réalisé qu'en te mariant, ça te lie pour la vie à quelqu'un d'autre et sa fortune, et la fortune de sa famille. Je pense qu'il a compris ça très tôt. OK. Mais pour un gars solitaire qui tripe sur l'argent, il pourrait tellement avoir plus de... En tout cas. Mais c'est quelqu'un qui cash par lui-même. Se donne beaucoup de misère et fait beaucoup d'efforts pour pas travailler pour son argent. Puis s'il mettait juste la moitié de ces efforts-là en ayant juste une job normale, il serait plus riche, j'ai l'impression. C'est comme, il se complique la vie parce qu'il est lâche. Il fait ça de façon insidieuse. Là, genre, oui. OK. Nice. Autour de 16 ans, Herman finit le secondaire sans trop se faire remarquer ou attirer l'attention. Ses professeurs le trouvent encore une fois bien normal. Mais ils disent qu'il n'a pas l'air d'avoir de direction, d'ambition ou de sens de la morale. Ils disent de lui qu'il est facilement influençable et fait juste suivre un peu la masse. Il n'y a pas de principe. Et ça peut être un peu un red flag, mettons, que tu n'as pas tes propres valeurs à toi. Il n'y a pas de sens de la justice ou d'empathie ou de comme ça, c'est pas juste de faire ça. Aidons cet enfant-là. S'il voit les gens aller l'aider, il va juste comme imiter, mais lui, il ressent rien au fond. Comme un psychopathe. Ouais. À 17 ans, il enseigne à la Potter District School à Gilmanton, une petite classe de 15 élèves. À 17 ans? Ouais. Genre, dès qu'il gradue du secondaire, il enseigne au primaire, je pense. Mais c'est un peu flou s'il est vraiment enseignant ou s'il est plus comme un employé de l'école.
ou de la classe, mais ça a l'air que il y a des petites journées, un petit horaire. Ça lui permet d'avoir beaucoup de temps libre, donc il décide de suivre le docteur Nahum White et sa pratique de la médecine à Gilmanton. Il devient son apprenti et il est sous sa tutelle. White, il est vraiment un grand anatomiste, très respecté et particulièrement bon en dissection. Si Herman n'est pas auprès du docteur White, il passe ses journées dans les livres de médecine et de sciences pour apprendre par lui-même. Il commence un peu à devenir fasciné vraiment par ça. Et c'est autour de ce moment-là qu'il va tomber en amour entre guillemets, avec Clara Lovering. C'est un cute nom quand même. Clara, c'est une jeune fille de Loudon, New Hampshire, qui, selon les témoignages, c'est une jeune femme très aimante, calme, belle, rien à dire à son sujet. Elle a beaucoup d'argent, j'imagine? Ben, c'est pas écrit genre elle était riche, là, mais sa famille est aisée, ils travaillent tous dans un genre de magasin général et comme une compagnie familiale. Tu sais, ils mènent une belle petite vie ils se gèrent bien. Leur relation se développe extrêmement vite et la même année, en juillet 1878, quand les deux ont 17 ans, ils se marient sans prévenir leurs parents respectifs. Surtout à l'époque, d'habitude, tu demandes l'accord des parents pour demander la main de la fille. Et des deux côtés, les familles ne sont pas très contentes d'apprendre leur union qui s'est faite très, très vite et à un assez jeune âge, même quoique à 17 ans, c'était peut-être plus courant à l'époque. La famille de Claire est assez inquiète parce que Herman, il n'a pas l'air bien stable financièrement, il n'a pas l'air non plus motivé à avoir une grande carrière. Fait qu'il décide de lui trouver un emploi comme commis d'épicerie ou magasin général, dépendamment des sources. Là. Fait qu'ils sont comme, hey, vu que tu fais pas trop d'argent, puis t'as pas de... Peut-être à leur boutique, justement. C'est ça, t'as pas de diplôme, fait que travaille avec nous. Ben oui, il faut que tu puisses, subvenir aux besoins de la famille aussi, là. Oui, c'est parce ça. que Claire, elle travaille, mais tu sais, lui aussi. Oui. Et plusieurs membres de la famille de Claire travaillent au même magasin, fait qu'ils apprennent un peu à le connaître pendant les heures de job, parce qu'ils savent pas c'est qui ce gars-là. 1 an et demi est passé et leur fils Robert naît en février 1880. Donc, ils ont un enfant ensemble, un petit garçon. Avec sa nouvelle job, le mariage, le bébé, Herman semble un peu se reprendre en main et avoir de l'ambition. Son histoire aurait pu finir ici. Mais il devient vite tanné de sa job de commis d'épicerie. Il veut grimper les échelons. Et le père de Claire, il essaie de lui faire comprendre qu'avec le temps, il pourrait apprendre et ouvrir sa propre épicerie, son propre magasin, tu sais. Au moins devenir, je sais pas, vice-directeur, puis après ça, tu sais, je veux dire, il dit c'est pertinent, puis tu pourrais avoir une belle carrière avec ça. Mais Herman, il veut plus d'argent plus rapidement. Il sait qu'un des métiers les plus payants et les plus prestigieux est celui de médecin. Mais on dirait qu'il oublie que tu deviens pas médecin du jour au lendemain, c'est pas facile, beaucoup d'études, c'est un long processus académique. Mais Herman, il est décidé. Il quitte sa job au magasin et décide, avec l'argent qu'il a fait, de s'inscrire en médecine à l'Université du Vermont. Donc, depuis les dernières années, Clara élève leur fils pas mal toute seule. Robert n'est jamais pris en compte dans les décisions prises par Herman. Et là, Herman, il quitte Gilmanton, New Hampshire, pour Burlington, Vermont, en laissant sa femme et son enfant derrière pour qu'il lui vive son rêve de devenir médecin. I guess que aux yeux de sa femme, c'est comme cool, tu vas devenir super riche après, fait que ça vaut la peine. À payer. Mais dans le fond, tu sais, on voit juste que le gars, il est super jeune. Là. Je veux dire, à l'époque, c'était normal là, à cet âge-là d'être marié, d'avoir des enfants peut-être et tout. Mais dans le fond, il a 18 ans, puis il a l'air d'avoir assez d'intelligence et de passion pour faire des études en médecine. Là. Fait que oui. Ça pourrait être juste bien, mais genre, pourquoi tu t'es... En tout cas... C'est ça, c'est que quand on sait le personnage derrière, tout est douteux. Ouais. Les intentions derrière sont douteuses. Ouais. OK. Donc, à ce stade-ci, surtout à cette époque-là, Herman ne semble rien avoir d'alarmant. Comme tu dis, ça pourrait être un début de vie bien normal. Il est un peu loner, un peu menteur, un jeune père un peu absent, qui serait probablement le cas de 1001 autres personnes du village à l'époque. Là. Mais avec nos yeux de fans de true crime, on peut déjà déceler quelques comportements typiques d'un futur tueur en série.
Obsession pour l'anatomie, la mort, l'argent, le pouvoir, aucune notion des autres, aucun sens des valeurs et de la justice, penser juste à lui. Et ce n'est que le début. Chapitre 2. Les études en médecine. Herman, âgé de 18 ans, retourne aux études et il se démarque très peu auprès de ses camarades ou de ses professeurs. On dirait que pour contribuer à cette histoire quasiment surnaturelle et sensationnelle, il aurait été premier de classe et genre un surdoué, mais ça, c'est aux yeux de Herman. Mais en réalité, il est vraiment average. Il n'est pas du tout un premier de classe. Il pensait qu'à cause qu'il lisait un peu de livres de médecine par lui-même, il allait arriver puis tout comprendre, mais non, il rush vraiment. Mais ça a l'air de quelqu'un qui se croit tout possible, mais qui fait pas les efforts pour. C'est ça. Oui, il veut juste tricher tout genre, le temps. il veut le beurre et l'argent du beurre, mais comme... D'où ma saveur du jour. Oui, Seigneur, ça rapporte. Tout était calculé. Si vous entendez au loin quelqu'un parler, mon copain est au téléphone, il est allé s'enfermer dans une pièce, mais bon, je le dis. Le peu de gens dans sa faculté qui se rappellent de lui, d'Herman, disent qu'ils se souviennent d'Herman comme un coureur de jupons. Il cruisait plusieurs jeunes filles, plus jeunes que lui, et il est marié à Clara, la mère de son enfant. Mais il s'en fout, il vit sa best life. Et Clara va jamais le visiter au Vermont, vice-versa. C'est très distant comme relation. Herman parle rarement d'elle aussi, là, c'est genre son entourage. Son compte épargne. Là. Mettons. Il est comme placé plus loin. Là, c'est son CELI. Là. Il fructifie tout seul, puis lui, il pense pas. Mais pour vrai, chaque relation humaine qu'il a, c'est des placements, mettons. C'est stratégique tout le temps, puis où il met de côté, puis il dit « OK, ça va m'être utile plus tard », tu sais, c'est... Full stratégique, là. Ouais. Il y a des backups aussi, genre, c'est ridicule. Herman, il habite chez une dame nommée Mrs. Brew qui loue des chambres pour des étudiants à Burlington. Et je sais pas s'il partage une chambre ou juste l'étage avec plusieurs chambres, là, mais il y a comme un coloc qui s'appelle Fred Ingalls. Mrs. Brew se rappelle très bien qu'Herman lui avait annoncé qu'il était marié, mais elle le voyait tout le temps ramener des filles, cruiser des petites girls et même sa propre fille. Là. C'était pas très respectueux ou comme décent. Tu lis entre les lignes, OK, je vais pas cruiser devant ma proprio, sa fille. Comme, lui, il s'en fout ben raide. Là. Elle raconte qu'Herman, chaque matin ou presque, se réveille très tôt pour faire une longue marche matinale et que souvent, il va prendre un verre de vin chez une dame veuve, une dame plus âgée. Est-ce que c'est juste pour lui tenir compagnie? En connaissant le personnage, je peux vous dire que tout de suite dans sa tête, il songe déjà à comment profiter d'une dame qui a hérité de l'argent de son mari. On sait pas ça va mener à quoi, mettons, mais il voit déjà un peu comment ça fonctionne. Il lui parle des assurances-vie, des héritages. Potentiel là, de bourse. Là. C'est comme une petite graine qui sème. Là. Et Mrs. Brew le dit elle-même en témoignage, là, clairement, il lui parlait pour son argent. À part de ça, la dame parle d'Herman comme un gars quand même normal, mais qui avait un gros caractère, le sang chaud, là, il s'est déjà battu souvent, et très colérique. Il passait beaucoup de temps dans sa chambre à faire des expériences de chimie, à étudier et à prétendre que le département de chimie de sa faculté est médiocre. Donc, il doit travailler par lui-même pour apprendre plus, pour répondre à ses attentes. Mais je pense qu'il devait juste étudier plus parce qu'il rushait comparé aux autres. Il se prend pas pour de la merde, puis je pense qu'il veut fronter qu'il est meilleur qu'il est. Ben oui, puis il y a un petit problème avec le pouvoir. Là. J'ai l'impression qu'il aime pas ça, l'autorité, puis il se croit meilleur que sa faculté de chimie. Genre, what the fuck? Ouais, c'est malaisant. Donc, dans la chambre que Mrs. Brew loue à Herman, il commence à s'accumuler une quantité déconcertante de fioles, pas d'étiquette, des bouteilles de produits chimiques, des tubes, des fluides étranges. Tu sais, il fait comme ces petites expériences on the side. Puis là, elle commence à trouver ça étrange et dérangeant. Genre, est-ce que c'est dangereux d'avoir autant de produits chimiques dans une maison victorienne faite en bois, là? Tu sais, il me semble que c'est un fire hazard, là. Mais bon, ça commence à le trouver weird. Un jour, et là, c'est comme un peu l'élément majeur qui fait que Herman a dû être étampé dans son esprit et pas juste un pensionnaire parmi d'autres. Mrs. Brew, elle faisait son ménage routinier là, de toute la maison. Puis là, elle passe la mop
Puis, dans le couloir, elle sent que ça pue. Et ça provient de la chambre d'Herman. Là, elle se dit, OK, peut-être que c'est juste sale, me passer un mop dans la chambre d'Herman. Et elle réalise que l'odeur provient de sous le lit d'Herman. Non. Elle passe un coup de mop en dessous du lit, comme pour faire sortir qu'est-ce qu'il y aurait en dessous du lit. À ses pieds, il revole un objet. La source de l'odeur. Trigger warning. Le corps d'un bébé en étoile sur une planche. Non. Un bébé humain Non. mort, cloué, en étoile. Probablement un bébé mort dont le corps avait été donné à la science pour faire des autopsies. Soit donné ou volé, là. Mais ouais, fait que lui, il l'a, d'une quelconque façon, ramené dans sa chambre pour pratiquer la dissection tout seul. Oh mon Dieu, ça m'écoeure. Un bébé. Non. Caché en dessous de son lit qui pue la grosse merde, là, depuis combien de temps? Aucune idée, Ah mais oui, genre... dans décomposition. Ouais. Oh mon Dieu, voyons, c'est bien morbide, tout ça. C'est très morbide. Herman n'est pas là à ce moment-là. Fait que là, Mrs. Blue, elle va voir son coloc Fred en panique. Là, et j'ai genre, what the hell? Pourquoi il y a un bébé en étoile en dessous du lit de ton coloc? Oh mon Dieu, c'est Puis là, Fred, il comme... Ah ouais, c'est Herman, là. Il a dû le voler là, à l'école pour faire sa dissection lui-même. Je sais pas, il a trouvé ça où, là. Mais de fuck, disséquer des bébés? Ouais. Mais c'était une sûr pratique... que ça arrive pas, là, en ce moment. Là. C'est sûr que ça arrive plus, là. Mais c'était une pratique courante à l'époque de faire du grave digging, là, de voler des cadavres pour étudier la médecine. Parce qu'il y avait pas beaucoup de matériel et les études anatomiques n'étaient pas très avancées non plus. Fait que les gens avaient besoin de cadavres. Fait qu'ils allaient en voler, là. Mais là, tabarnak, un bébé! Ouais. Mais c'est important de savoir c'est quoi l'anatomie d'un bébé aussi, là. Non, je comprends, là, mais genre... Mais oui, c'est trash. C'est très trash, là. Y a-t-il quelqu'un qui a donné l'autorisation de tout ça? Ou genre un J'en prof doute. de la faculté, je sais pas, de sciences et de médecine de l'université de nanana est allé voler un bébé? What the fuck? Ben non, il a peut-être été donné... Ouais, je suis choquée. Mais il a peut-être été volé aussi. T'sais. Mais oui, choquant. Dès le retour d'Herman à la maison, elle confronte Mrs. Blue et comme, OK, là, Herman, j'ai pas pensé le spécifier dans les règlements de la maison. Mais genre, mettons pas de bébé disséqué dans ma maison. Ou de dissection tout court, de n'importe quoi. Oui, de corps mort, là. Ouais, pas de cadavre chez nous, tu sais. Ouais. Non, mais mon Genre, Dieu. what the fuck? C'était pas spécifié sur mon petit papier de règlement, tabarnak. Mais là, elle l'a peut-être pas dit de même, là. Non, je sais, mais je suis comme... Elle l'a pas renvoyé, mettons. C'est bon, là. Mrs. Blue est complètement traumatisée, évidemment. Elle est pas capable de dormir pendant les semaines qui suivent. Je comprends. Et là, après le premier trimestre, en fin de session, Herman, il passe de peine et de misère ses examens et il décide de changer d'université. Il dit... C'était pas suffisant pour moi, l'Université du Vermont. J'ai besoin de plus. Je veux plus de cours de chimie. Mais y a-tu eu son diplôme? Non, il a juste comme fait finir une session. Okay. Là, il veut juste changer d'université. OK. Comme tu fais une session à McGill, puis là, tu fais l'autre à l'UQAM, mettons. Tu pourrais. OK. Là, il change d'école pour l'Université du Michigan. Et avec quel argent il paye ses études, sa bouffe, son logement? Parce que là, ces petites économies ont été flambées assez vite. Eh bien, c'est l'argent de Clara. Ben, c'est sûr. C'est Clara qui paye tout pour lui. En 1882, âgé de 19-20 ans, Herman Webster Mudgett déménage à Ann Arbor, au Michigan, pour poursuivre ses études. Et cette fois, Clara et le petit Robert le suivent. Pour subvenir aux besoins de la famille, Clara doit travailler comme couturière à Ann Arbor et Herman, lui, il continue à étudier temps plein. Ils sont pas très fortunés et ils ont jamais vraiment habité longtemps ensemble. Fait que là, de réhabiter ensemble quand le petit est rendu à 2-3 ans, ça grouille plus qu'un petit bébé, là. Ben, ça se passe plus ou moins bien, la vie de famille. Herman trouve Clara et Robert contraignants. Selon lui, son mariage est la raison de pourquoi il n'est pas autant successful. Clara le tirait vers le bas, même si c'est elle qui paye pour tout. Ça me fait penser à ton épisode Patreon. C'est tellement fâchant, là. Ouais, vraiment. Ouais. C'est exactement ça. Les trois vivent en pension, une genre de... Comme il faisait quand il était tout seul, là, mais là, les trois habitent dans une chambre d'une maison louée avec d'autres pensionnaires. Tu sais, c'est pas la grosse vie de luxe. Non.
Et les autres familles ou pensionnaires de la maison disent de Clara que c'est une femme super gentille, une bonne personne, qui fait beaucoup de sacrifices pour son mari. Ils remarquent que le couple se chicane souvent, ils entendent beaucoup de cris, beaucoup de colère, et que Clara se promène dans la maison des fois avec des marques, des œils au beurre noir, des ci, des ça. Oh. Fait que, ça nous amène à penser qu'Herman, il est violent avec sa femme. C'est fortement sous-entendu. Ce mode de vie toxique a duré 2 ans. Clara, pendant 2 ans, a fait vivre sa famille de peine et de misère avec une job de couturière pendant que son mari vivait son fantasme de médecin et le soir était frustré, se sentait inaccompli et refoulait tout ça sur la faute d'elle et de son fils. Mais après 2 ans, juste avant la graduation d'Herman, Clara en a plein son casse et quitte Ann Arbor pour retourner à Gilmanton, au New Hampshire, avec le petit Robert. Ouais. Avec son dictionnaire. Non, c'est pas vrai. J'étais genre... Trollolol. Ouais, être plus proche de ses parents aussi. Ouais. Là, Des vraies personnes qui l'aiment pour vrai, qui vont bien l'entourer, un milieu de vie plus sain. Là. Elle l'a essayé, puis elle voit bien que ça marche pas. Non. Elle va quasiment jamais revoir Herman pour les prochaines décennies. Elle va avoir aucune nouvelle de lui ou presque, des lettres peut-être, mais le couple va jamais divorcer non plus. Toute sa vie, Herman va rester marié à Clara et tu vas voir que dans la suite, il agit pas du tout comme un homme marié. Tout au long de l'histoire, se rappeler que pendant tout ce temps-là, il est marié à Clara, c'est absurde. OK, mais dans le fond, Il elle va avoir est plusieurs juste comme femmes. je veux plus de fuck avec lui, je veux même pas... Garde, fuck off, là, c'est un papier. L'abandonne. Mais j'espère qu'elle ne donne pas de l'argent pendant toutes ces années-là. Là. Non. OK. Puis, selon les papiers officiels, elle s'est pas remariée non plus. Elle aurait pas fréquenté d'autres hommes. Fait que ça, elle a comme pas commis d'adultère, techniquement, parce qu'elle était mariée. T'sais, elle a juste dédié sa vie à son enfant puis à son école lycée de Herman as she should. Ben, vraiment, là. C'est dégueulasse. À l'Université du Michigan, Herman change d'intérêt. Il s'intéresse moins à la chimie et retourne plutôt à sa première passion, l'anatomie. Il adore disséquer des corps et ses camarades trouvent qu'il a l'air d'avoir trop de fun. Là. C'est correct d'être intéressé par ça. C'est un domaine d'études, c'est un métier. Là. Mais tu peux aimer ça pour les bonnes raisons, mais là, quand tu satisfais un peu une pulsion intérieure, une curiosité intérieure morbide, c'est douteux. Et aussi, on peut douter de ses intentions parce qu'il étudie en médecine pas pour aider les gens, mais pour le cash. Là. Fait que déjà là, ça part pas bien. Et ces intentions-là vont virer complètement sadiques par la suite. Sa réputation au Michigan ne change pas vraiment de celle du Vermont. Moi, je pense qu'il n'aimait pas ça être dans les moins bons de sa classe, fait qu'il a changé d'école pour voir si ça allait aider. Mais ça n'a pas changé. Ils comprennent pas. L'université est pas pour moi, genre. C'est jamais de sa faute. Ouais, ils sont pas assez... Ils n'ont pas ma vision. Je vais aller essayer une autre université. Mais bon, tu sais, ça change rien. Herman reste assez médiocre à l'école. Ses camarades disent même qu'il est un peu stupide sur les bords. Il y a vraiment de la misère. Puis tu sais, dans les faits, pauvre petit, là, c'est poche. Là. Si tu veux devenir médecin, t'es passionné de médecine puis t'as de la misère, il faut pas rire de ça non plus. Mais lui, on peut s'en permettre, là, je vous dis. Là, Ouais. Il le mérite. Je m'en permets. Et là, on dit de lui qu'il avait un surnom que les autres lui donnaient parce qu'il puait. On l'appelait Smegma. Ben voyons! C'est une joke? C'est vraiment dit dans toutes les sources que j'ai genre trouvées. De notre génération, ça, de dire des insultes de même. C'est une carte de Cards Against Humanity, genre. Oui. Smegma. Ben, il y en avait même des années 1800 du smegma. Oh, fait qu'il puait! Oui. Ben oui, il y en a depuis toujours, là, de la croûte, là, sur un... Genre, il sent le PML. Le prépuce mal lavé. Oh, pauvre petit! On dirait que je l'haïs, mais je suis comme... Personne veut sentir ça. Là. Non. T'sais. Mais tu sais... Personne veut ça. J'ai écrit dans les journaux, au lieu de l'appeler H.H. Holmes, The Devil in the White City, genre, au lieu d'avoir un nom super éloquent pour un tueur en série, pourquoi on l'appelle pas, genre, le tueur au pénis mal lavé, le tueur PML, comme BTK, mais c'est PML, genre... Oui, ça serait bon! Ça serait bien mieux, là, que leur donner des gros titres full... genre de notoriété, genre full important, full dramatique. C'est le smegma qui tente le smegma killer. De gagner sa croûte. C'est dégueulasse.
Même pas ça l'expression, je pense. Je sais pas. Gagner sa croûte? Casser sa croûte? Non. Aucune idée. Là, nous, pour les expressions, ça fait 60. Là. Oui. Mais imagine pour le reste de l'épisode, je l'appelais smegma. Ça serait drôle. Hein? Ben, ça serait drôle, là. Mais genre, je serais pas capable de rester sérieuse. Non, on fera pas ça. Mais bon. Smegma. Hey, c'est chien. Mm. Appelez personne de même. Non, c'est vraiment pas gentil. Là, le- mais peut-être lui, c'est la seule personne Oui. qui mérite de se faire appeler de même. On va se donner le droit de rire un petit peu aujourd'hui. Ouais, ok? ouais. Étant donné que Clara elle a sacré son camp et cessé de tout lui payer, Herman il doit se trouver une job durant la fin de ses études. Il travaille donc comme assistant du professeur d'anatomie William Herdman à l'Université du Michigan. Il l'assiste pour ses activités, ses dissections, il nettoie les corps et semble-t-il qu'il ferait aussi du vol de cadavres avec ce professeur-là. Des petites activités un petit peu louches là, pour... Mhm. Mais pour son professeur, même si c'est illégal, au C'est moins pour lui, la c'est par science. passion pour la science. Mais pour Herman, c'est autre chose. Ouais. Donc, avec son obsession pour la chimie, ses tests personnels qu'il faisait dans sa chambre, et là, son entraînement aux côtés d'un anatomiste, ça lui donne comme tous les outils nécessaires pour plus tard. Je sais pas à quel point, à ce stade-ci, il fait vraiment ça parce qu'il sait qu'il veut devenir un tueur en série. Là, est-ce qu'il est conscient? Je sais pas. Mais il emmagasine beaucoup de notions, beaucoup d'expériences pertinentes pour devenir un tueur en série. Les pièces du puzzle se forment pour construire le célèbre personnage d'H.H. Holmes, propriétaire de son Murder Castle. Toujours durant ses études, Herman fait la rencontre d'une coiffeuse, Mrs. Fitch, et les deux commencent une relation. Mais là, je suis comme, Mrs. Fitch, il s'appelle Smegma. Mais, tu sais, peut-être qu'elle a un problème nasal. Et aussi, j'ai l'impression que tout le monde devait pas sentir super bon dans les années 1800. Ouais, Fait que peut-être que tu t'habitues plus vite à l'odeur, mais ouais. Tu sais, il y avait plein d'odeurs par-dessus. L'odeur de la Mhm. cigarette, l'odeur Du goudron, là, du goudron. du fumier de cheval. Du soufre, du... Hey, Dieu que je voudrais pas habiter à cette époque-là, ça serait mon pire cauchemar. J'ai jamais pensé à ça. Parce que c'est vrai là, que quand t'écoutes Peaky Blinders, mettons, c'est sûr qu'ils puent toutes. Là. Puis Tu sais, qui ont mon les dents préf, toutes c'est pourries. Arthur, là, mais c'est sûr qu'Arthur, c'est lui qui pue le Il plus. pue la tu sais. vieille alcool à friction, c'est sûr Ouais. et certain. L'ivrogne, la robine, là, c'est sûr. Dans le fond, il faut juste que je me dise qu'H.H. Holmes, il est comme Arthur. Parce que là, depuis que t'as dit ça, il m'écoeure. Mais genre, dans le fond, c'est vrai. Pas mal tout le monde puait, I guess. Mhm. OK. Mais tu sais, je me dis, si tout le monde puait, puis lui se faisait appeler Smegma, c'est que ça devait être une autre type d'odeur. Ouais, là. c'est ça. Puis une rumeur serait qu'il puait parce qu'il passait trop de temps avec des cadavres, tu sais. Mm. Puis l'odeur de la mort, c'est vraiment particulier. Ça se démarque de toutes les autres odeurs. Fait que c'est peut-être pour ça. J'imagine. Mais ouais. Ah. Ça prendra pas beaucoup de temps qu'Herman va faire une promesse de mariage à cette belle Mrs. Fitch à l'odorat pas très développé. Mrs. Fitch est veuve. Son mari est décédé. Fait qu'elle a hérité de son argent. Et là, ben, Herman qui veut la marier, là, tu sais, c'est probablement pour avoir l'argent de son héritage. On voit un pattern qui commence. Et je vous rappelle qu'il est toujours légalement marié à Clara. Donc, c'est surprenant qu'il fasse une promesse de mariage à Mrs. Fitch. À l'époque, une promesse de mariage, c'est un big deal. C'est comme un contrat, là. C'est comme... Ouais. C'est important. Et de faire ce genre de promesse, de coucher avec quelqu'un en étant marié à une autre, si ça s'apprend, c'est une violation, c'est grave, au point que ça peut t'empêcher de graduer de l'école de médecine. Parce que je pense que c'est un crime, l'adultère. Ben ouais, je pense là. que c'est Ouais. illégal. là. C'est ça. T'aurais comme un casier, là. Je sais pas à quel point tu irais en prison, mais tu pourrais être déshonoré puis renvoyé de l'école de médecine. T'sais. Mais Herman, lui, il fait ce qu'il veut, il s'en fout. Fait qu'il écrit une belle lettre à Mrs. Fitch en lui disant qu'il va l'épouser. Un jour, Mrs. Fitch trouve une autre lettre, écrite par Herman, qui s'adresse à Clara Lovering, sa femme et mère de son enfant dans le New Hampshire. Il lui envoie des lettres de temps en temps, sûrement juste pour garder un certain contrôle, une présence dans la vie de Clara. Genre, je t'ai pas oublié, mais fuck you, en tout cas. Au cas où il y aurait besoin d'elle à nouveau. Mrs. Fitch est bouleversée. Là. Elle a accepté de laisser entrer cet homme dans sa vie, dans son intimité. Elle était sûre qu'il allait se marier. T'sais, elle aurait probablement pas couché avec ce gars-là s'il n'allait pas se marier. Ouais, puis s'il y avait déjà une femme, là, probablement. Non, c'est ça. Fait que là, elle réalise que c'est un sale menteur. Et là, Mrs. Fitch, avec en main
Cette lettre-là et la lettre de promesse de mariage se rend au département de médecine de l'université et le dénonce. Elle dit « Cet homme est un escroc! » Girl. Yes! Il est donc mis sous examen et accusé de violation de promesse. Breach of promise. C'est tellement intense. On pourrait pas faire ça aujourd'hui. Ah non, Monsieur le professeur de médecine, je viens d'apprendre que mon chum me trompe. Ben good for him. Genre, il y a des vedettes qui se font reconnaître coupables d'avoir battu leur femme, puis live, ils sold out des concerts au Centre Bell, tu sais. Ben ouais, c'est ça. Non. Genre, Chris Brown, il a battu Rihanna quasiment à mort, puis là, live, il sold out des concerts. Ouais. Éric Lapointe, il vit sa belle life. Il y a des documentaires Crave sur lui. Netflix. Ouais, je sais plus Crave, trop. ouais, je sais plus. C'est vrai. Non, on est ailleurs. Là, c'est comme... Il a dit qu'il allait marier, puis finalement, il était déjà marié. C'est fou! Ouais, le prof, aujourd'hui, il serait comme... Et là, évidemment, Herman, il nie tout. Il réussit à convaincre son instructeur, son mentor, le professeur Herdman. Et ce professeur-là, il va à sa défense. À ses yeux, tu sais, c'est son apprenti, son assistant. C'est un jeune étudiant sans problème, motivé, qui a peut-être juste un peu de misère à l'école, mais il est loyal. Ça me surprendrait que ce soit vrai. Herman réussit donc à se sortir de cette situation en faisant passer Mrs. Fitch pour la menteuse. Ça ressemble plus à aujourd'hui ce qui arriverait. Mm-hmm. Mais ça aurait été vraiment satisfaisant qu'il se fasse renvoyer de l'école de médecine, genre à quelques mois de sa graduation, là. Mais bon. Ouais, 100%. Herman va finalement graduer par la peau des dents en 1884. Même que sa graduation faisait pas l'unanimité. Là, il y a des profs qui trouvaient qu'il ne ferait pas un bon médecin. Là. Il me semble que c'est... Si, mettons, j'apprenais que mon médecin de famille avait failli couler puis être refusé, je sais pas si je serais contente. Là, c'est comme important là, d'être bon en médecine. Là. C'est pas comme tu passes à 60, chill. Je sais pas. En tout cas. Ouais. Et à la remise des diplômes, il serre la main de son mentor, le professeur Herdman, puis il lui dit « Hey, by the way, là, ce que Mrs. Fitch a disait, c'était vrai. Mais merci de m'avoir backé. » Puis là... En plus, ils en vont. Genre, oui, là, il y a un petit fucker, là. Et le professeur Herdman, il est bouche bée. C'est comme une révélation. Il est juste genre... À quel point, tout ce temps-là, ce gars-là, c'était une merde, dans le fond. Il me manipulait, puis là, il fait des liens dans sa tête. Il y avait des items qui disparaissaient dans son bureau. Chez lui aussi, il y avait quelqu'un qui s'était introduit chez lui pour voler des affaires, puis il avait jamais trouvé c'était qui, mais là, il commence à dire que c'était sûrement lui. Il y avait une clé, il y avait ci. Bref, l'escroc commence à naître. Chapitre 3. Ses débuts en médecine. Au printemps 84, dans la fleur de l'âge, tout après avoir gradué, Herman déménage à Champlain, au nord de l'État de New York. Il ouvre une petite pépinière, là, random, comme affaire, mais ça a l'air que c'était pas payant, fait qu'il la ferme, et il se fait engager dans une école primaire. What the fuck? Mais il y a un diplôme en médecine, mais bon, je sais pas trop. Là, ensuite, il est difficile à suivre avant qu'il s'installe à Chicago, et même après Chicago, il va beaucoup voyager. Il voyage beaucoup pour fuir les ennuis et les dettes, tu sais. Il va ouvrir un commerce par-ci, l'abandonner. Il va ouvrir un commerce par-là, l'abandonner, emprunter de l'argent, faire faillite, faire ci, faire ça, escroquer, se faire poursuivre, blablabla. Ça, c'est l'histoire de sa vie en 3 secondes. Et là, il finit par obtenir sa licence de pharmacien. Et il ouvre une petite pharmacie. Toujours dans l'État de New York, il arrive une épidémie de variole et ça terrorise la population. Puis là, le gouvernement, il encourage les gens à se faire vacciner. Herman saute sur cette opportunité pour voler des vaccins et faire du porte-à-porte en proposant aux gens de les vacciner contre la variole. Il se présente comme un représentant officiel du ministère de la Santé. Il charge 25 cents le vaccin. What the fuck? Imagine pendant la COVID, du monde cognait, genre, hey, voulez-vous un vaccin? Mais genre, il est fucking médecin. Pourquoi il fait pas les choses comme il faut? C'est ça? Il est comme... Je comprends pas. Il veut escroquer même quand c'est pas nécessaire. Oui. Puis il s'est fait une bonne passe de cash avec ça. OK. Ça serait ça sa première vraie fraude médicale. Durant cette période-ci, plusieurs rapports mentionnent des gens aux côtés d'Herman dont on a mystérieusement perdu la trace. Certains rapports parlent d'un petit garçon qui travaillait pour Herman, dont on n'a plus jamais entendu parler du jour au lendemain. Et aussi d'une femme qui l'aurait potentiellement marié, ou du moins dit qu'il était marié à elle, mais qui, elle aussi, a disparu peu de temps après. On se demande si ce sont des rumeurs, des gens qui ont juste quitté Herman, ou si ce sont ses premières victimes.
Bref, tout ça va sortir beaucoup plus tard après les événements, mais c'est impossible de dire le vrai nombre de victimes de H.H. Holmes parce qu'on est en 1800 quelque. Les gens sont difficiles à traquer. Il se met aussi dans l'eau chaude parce qu'un enfant est mort après avoir pris un médicament donné par Herman. Et ça commence à faire jaser. Herman, il cherchait à faire breveter un médicament. Il voulait comme trouver un remède à quelque chose pour se faire une grosse passe de cash. Genre le Holmes vaccine, là, je sais pas trop. Bref, il voulait... Ouais. Fait qu'il donnait un peu des concoctions étranges. Et une fois, un enfant serait mort, un peu à cause de lui, peut-être. En plus de ça, il commence à accumuler des dettes. Le propriétaire de son petit cabinet de pharmacie, c'est un médecin aussi. Puis il le confronte souvent au sujet du loyer. Il paye jamais son loyer. Mais tu sais, je suis comme, t'es un médecin, t'as une pharmacie, clairement t'es capable de le payer, ton loyer. Là. Il est juste gratteux, là. Il Oui. Tout garder pour lui. Exact. Et Herman a toujours une excuse. Sinon, il pleure et pète des crises. Genre, s'il est confronté, genre, hey, ça fait 3 mois que tu vas payer ton loyer, il va juste pleurer. Un enfant dans un corps d'adulte. On entend souvent ça. Un jour, il falsifie même une lettre qui dirait qu'un de ses oncles à Gilmanton serait mort et qu'il hériterait d'une grande fortune. Fait que là, il dit « Check, je viens d'hériter de full de cash, fait que je vais te payer bientôt. » Évidemment, l'argent n'est jamais arrivé. Tu sais, il va trouver des petites magouilles tout le temps pour avoir toujours une raison de repousser. Selon un article du Daily Boston Globe, un vétéran gravement malade lutte pour sa vie depuis plusieurs mois. Il est en douleur et tous les docteurs lui disent qu'il a simplement la malaria. Mais le vétéran est persuadé que sa condition est en lien avec une blessure qu'il a eue durant la guerre. Il a été tiré dessus et une balle s'est logée dans sa côte et son poumon. Et les chirurgiens sont incapables de la lui retirer, fait qu'il vit avec une balle qui l'empêche de bien respirer. Et disons qu'évidemment, c'est pour ça qu'il est en douleur, là, on s'entend. Ouais. Il est clairement mourant. Il est en train de mourir à petit feu, cet homme-là. Son corps rejette la balle. Mais si aucun médecin reconnaît officiellement qu'il meurt à cause d'une blessure au combat, sa femme ne pourra pas recevoir de pension militaire une fois qu'il meurt, parce que genre en digne d'excuse un peu de genre votre mari est mort en service, tu sais. Ouais. Donc avant de mourir, ce pauvre homme cherche à s'assurer que sa femme puisse vivre avec sa pension. Fait qu'il cherche un médecin qui va pouvoir l'aider. Fait que là, avant sa mort, l'homme demande à Edward Steele, le propriétaire de la pharmacie où Herman travaille. Son proprio. Il demande à Edward d'assister à son autopsie. Genre, une fois que je vais être mort, peux-tu être là à mon autopsie puis dire que... prouver, mettons, que j'ai une balle logée dans ma côte puis que c'est pour ça que je suis mort. Mais une fois le vétéran décédé pour une raison ou une autre, Edward n'a pas pu être présent à l'autopsie et comme de fait, on a déclaré cet homme-là mort de la malaria. Puis là, Edward, il se sent extrêmement coupable. Puis là, il se dit « Ok, non, je vais demander une deuxième autopsie. » Puis là, il se dit « Hey, le gars qui a ma pharmacie en bas, c'est un médecin qui parle beaucoup de dissection et tout. Je vais lui demander de m'aider. » Herman Webster Majet. Fait que là, la deuxième autopsie a lieu, Herman remplit le rapport, et là, au lieu de le donner à Edward, il lui dit « Je te donne le rapport seulement si mon loyer est payé pour toujours. » What the fuck? Edward, il est genre « Ben voyons, on essaie juste d'aider un pauvre monsieur blessé à la guerre pour que sa femme puisse continuer à vivre après sa mort, là, tu sais. Genre, de quoi, là, tu veux utiliser ça pour plus avoir de loyer? Genre, t'as-tu un cœur? » Edward refuse, indigné, puis là, Herman dit « Ben OK, la cause du décès est la malaria. » Puis il va cacher les côtes du cadavre, les côtes où il y avait la balle dedans. On ne va jamais savoir où il les a mises. Encore à ce jour, les côtes ont juste disparu. What the fuck? Après ce coup bas monumental, la mort mystérieuse d'un enfant suite à la consommation de son médicament et les dettes accumulées, Herman fuit. Partout où il ira, il va se créer une réputation de coureur de jupons et de jamais rembourser ses dettes. Et s'il n'a pas d'excuses, il fait juste pleurer sans dire un mot. Des larmes de crocodile. Tous les gens qui croisent son passage sont d'accord sur une chose. Il n'est pas excentrique ou explicitement démoniaque, fou allié, mais il y a quelque chose de dérangeant chez lui. Il met tout le monde inconfortable. Il va voyager au Minnesota, au Michigan, en Pennsylvanie et éventuellement en Illinois. Et là, il a accumulé assez d'ennuis, assez d'argent aussi et de dettes pour changer d'identité une bonne fois pour toutes.
En 1885, il laisse finalement Herman Webster Mudgett derrière pour devenir H.H. Holmes, Henry Howard Holmes. Fait qu'à partir de maintenant, je vais pas l'appeler Herman, je vais l'appeler Holmes. À force de bouger, de fuir les dettes, Holmes commence à chercher un moyen plus frauduleux et efficace pour acquérir beaucoup d'argent rapidement. Il décide donc de tenter de concrétiser un plan auquel il avait réfléchi durant ses années aux études. Une fraude d'assurance vie. Mhm. Il va contacter des camarades d'université, eux aussi endettés, et leur proposer un plan. Parce que là, à ce point-ci, Holmes, il est pauvre, là, il est complètement démuni, il a tout perdu, il a tout fui, il a tout laissé derrière. Là. Il est vraiment dans la merde. Voici le plan. Un d'eux va se prendre une assurance vie de 40 000 $. Il va ensuite envoyer sa femme et ses enfants à l'homme, là, pas Holmes, en Californie loin. Là. Il va dire aller vivre ailleurs. Et là, ensuite, l'homme va écrire une lettre de suicide disant « J'avoue avoir tué toute ma famille, j'ai caché les corps et je me suis enlevé la vie dans un lieu caché, isolé en forêt. Je lègue tout mon argent à H.H. Holmes. » What the fuck? C'est complètement stupide. Qui ferait ça, tu sais? Fait que là, ça justifie qu'il n'y aurait pas de corps. Tu sais, le gars, il n'a pas besoin de mourir pour vrai. Ouais. Mais là, la lettre prouve qu'il est mort et tous ses héritiers sont morts aussi. Donc, j'hérite de l'argent. What the fuck? Qui réussit à faire des affaires de même. Fait que là, Holmes, si le plan fonctionne, récolterait l'argent, répartirait ça avec ses amis, puis l'ami en question irait vivre une vie cachée en Californie avec sa femme et ses enfants. Mais une fois arrivé à l'assurance vie, Holmes, il montre la lettre d'aveu aux assureurs. Mais là, ils sont comme, OK, c'est vraiment pas suffisant. Là, c'est un peu trop convenient comme Tout le monde situation. ferait ça, C'est là. ça serait bien trop facile. Fait que là, Holmes, il réussit à acheter des cadavres, sûrement par prétexte d'études anatomiques, je sais pas trop. Mhm. Il les découpe et les cache dans des barils. Puis là, il dit, OK, je vais faire passer ça pour ce gars-là puis sa famille. Oh my God. Mais là, après avoir fait tout ça, là, après avoir mis des corps découpés dans des barils, Ouais. il choke. Il dit, OK, là, c'est trop risqué. Puis là, toute la gang là, de petits voyous abandonne le projet. Mais ce plan presque complété va mijoter dans la tête de Holmes et plus tard, il va vouloir réessayer. Et essayer d'autres choses aussi. J'en dis pas plus pour l'instant. Ouais, mettons qu'il ira pas sur Marketplace pour acheter les cadavres, il va essayer de les trouver par lui-même. Ou d'en créer par lui-même. Ouais, tu sais. c'est ça. Et tabernacle. Chapitre 4. Chicago ou l'arrivée du Devil in the White City. On est en août 1886. Devine à quel âge Holmes à ce stade-ci, mettons. T'as dit en 1900 quoi? 86. 1886. Je sais pas. Je me rappelle plus, mais 20 quelques, là, 26. Genre. Il a 22. Voyons donc. C'est un enfant, là. Il a vécu tout ça, puis il a 22 ans. Il a déjà une nouvelle identité, là. What the fuck? C'est ça. Il y a un enfant, là. Oui. Genre, il y a de cela. Son enfant est sur le bord d'aller à l'école, là. Ouais. Puis comme, il le voit plus, là, mais c'était dans une autre vie, là. Il a tu sais. déjà une vie laissée derrière. Il y a genre 22 ans. 3 femmes, quasiment. Genre, ça fait sens. Elle est sainte. Il est médecin, en tout cas. Oui. Holmes s'installe dans une ville florissante, Chicago, en pleine expansion, une ville qui bourdonne. Chicago a déjà plus d'1 million d'habitants. C'est la naissance des gratte-ciels, des commerces à plus grande échelle, tout bouge extrêmement vite, tellement vite que la loi a de la difficulté à suivre. Et là, Holmes y arrive de manière très stratégique. C'est parfait pour qu'il puisse se fondre dans la masse. C'est une ville où l'anonymat devient enfin possible pour un homme comme lui qui cherche à fuir les ennuis et en créer d'autres. Même si Holmes va voyager beaucoup et peut commettre tous ses meurtres à Chicago, ça reste que Chicago, c'est son lieu de prédilection. C'est là qu'il est connu pour le monstre qu'il est. Là. C'est vraiment comme l'épicentre un peu de son histoire. Le fameux château. Exact, oui. Son quartier général. Ouais. Holmes trouve une job dans une pharmacie qui s'appelle Holton Drugs, au coin de la 63e et Wallace Avenue, dans le quartier Englewood de Chicago. Cette pharmacie est gérée par un couple de personnes âgées, mais surtout une dame nommée Mrs. Holton, Elizabeth Holton. Et là, les versions changent beaucoup dans cette anecdote / histoire. Voici une des versions et je vais raconter l'autre après. OK. Première version. Cette pharmacie appartient
concrètement au mari de Mrs. Holton, Dr. E.S. Holton, mais il est très, très, très malade, très, très vieux. Fait que c'est sa femme qui a les rênes un peu de la pharmacie, puis, tu sais, elle tient le tout de peine et de misère. Elle a de la difficulté à gérer tout ça toute seule. Tu sais, c'est un couple de personnes âgées aussi, là. Et quand Holmes entend ça, disons que ça n'entre pas dans l'oreille d'un sourd. Mhm. Holmes aurait dit à la vieille dame, « mais je suis médecin, je suis docteur, pharmacien, j'ai déjà eu une pharmacie, j'ai beaucoup d'expérience. Je pourrais vous aider à ce que votre pharmacie soit plus rentable et fonctionnelle. Mhm. Je pourrais vous rendre service en gérant la pharmacie à votre place si je l'achète, vous pourriez me la léguer. » Et Mrs. Holton est tellement soulagée. Me l'a légué, mais oui. Dieu merci, oui, vous pouvez sauver mon commerce. Et là, éventuellement, le mari va mourir et Holmes propose d'acheter la pharmacie et de laisser Mrs. Holton habiter au 2e étage. Parce qu'elle habitait déjà au 2e étage. Puis là, il dit, tu sais, je vous kick pas out, mais j'achète la pharmacie. Et selon les records, Holmes aurait réellement payé la dame pour acheter la pharmacie. Surprenant, mais Ouais, c'est ça. on dirait qu'il sait peut-être quand dépenser. Mhm. C'est comme, il fait des placements stratégiques. Là. Comme là, il dit, OK, ça vaut la peine de payer pour vrai, peut-être. Je sais pas. OK. Et là, certains pensent que le docteur, le vieux monsieur, là, E.S. Holton, Mhm. n'est pas mort de sa maladie. Et que même s'il était mourant, ben, son décès aurait été prématuré par Holmes. Mais bon, éventuellement, Holmes devient propriétaire de cette pharmacie qu'il renomme H.H. Holmes Pharmacy. Les clients réguliers sont surpris de ce rebranding-là et dans les jours/semaines qui suivent, on demande « OK, ouais, très triste pour Monsieur Holton, mais où Madame Holton? On la voit plus. » Ouais. C'est une petite grand-maman toute douce là, que les gens aimaient bien dans le coin. Oui, puis qui était tout le temps là, vu que son mari était malade. Exact, c'était elle qui gérait ça toute seule. Holmes, il dit qu'elle est en Californie en voyage. C'était son rêve de partir en Californie. Ça, c'est vrai. Les gens disent c'est vrai qu'elle rêvait de partir en Californie. Mais là, quand ça fait des semaines et des semaines que Mrs. Holton a disparu, Mhm. ben Holmes dit « Ah, elle a décidé de jamais revenir. Elle a trop aimé la Californie. Ouais, c'est trop facile, là. Elle a jamais été revue depuis. » C'est suspicious. Mais semble que on dirait que je le crois pas qu'il a payé la pharmacie. C'est ça. Genre, on dirait qu'il a juste comme dit à la petite madame, genre, signe ces papiers-là, puis, tu sais, genre, moi, je vais être là pour t'aider jusqu'à temps et aussi longtemps que tu sois là. Mais, tu sais, même quand vous allez plus être là, ça peut, tu sais, je vais m'en occuper de votre pharmacie. Puis là, elle a signé des papiers, puis, dans le fond, il les a tués, puis c'est arrivé à lui tout de suite, la pharmacie, là. On dirait que c'est plus ça, là. Oui, moi, je trouve que c'est plausible comme histoire, là. Mais voici la deuxième version. OK. Elizabeth Holton, ce serait elle, en fait, Dr. E.S. Holton, Dr. Elizabeth Sullivan Holton. Puis on pense que, selon les sources, les journaux de l'époque, ben, il aurait confondu les noms à cause des abréviations, tu sais. Des fois, mettons que je serais mariée à H.H. Holmes, on m'appellerait Mrs. H.H. Holmes, genre. Mm-hmm. Fait que là, peut-être qu'il pensait qu'elle avait pris le nom de son mari, mais c'était elle, la docteur. Puis peut-être c'était rare des femmes docteurs dans le temps. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il y aurait une confusion. OK. Puis que c'était pas une personne âgée, c'était une dame qui avait environ le même âge que Holmes. Puis elle lui aurait vendu sa pharmacie après être tombée enceinte de son 2e enfant. On dit même qu'elle aurait étudié à l'Université du Michigan comme Holmes, puis que ce serait peut-être là qu'ils se seraient connus. Et que suite à la vente de la pharmacie, Elisabeth serait déménagée en face ou presque de la pharmacie et aurait vécu une vie bien normale, sans problème. Certaines rumeurs pensent même que Holmes aurait eu une relation avec Elisabeth et c'est peut-être comme ça qu'il l'aurait convaincu de léguer sa pharmacie et tout. On va voir que Holmes, il était un très grand charmeur. Et après tout, elle serait tombée enceinte peu de temps après avoir rencontré Holmes. Est-ce qu'elle était enceinte de lui? OK. Bref, c'est la deuxième version de l'histoire, qui est peut-être un petit peu moins sensationnaliste parce qu'il l'aurait pas tué, juste un peu manipulé, mais genre, c'est tout. Ouais. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Holmes a maintenant une pharmacie. Et là, il y a plus personne habite au 2e étage, soit parce qu'il a tué la vieille madame qui habitait là ou c'était une jeune qui a juste déménagé. Mais là, c'est lui qui habite au 2e étage de la pharmacie. Il y a le terrain libre, mettons. Ouais.
Vers la fin de 1886 toujours, la pharmacie va bien. Étrangement, Holmes semble faire une bonne job à gérer cette pharmacie-là. Durant un voyage à Minneapolis, il fait la rencontre d'une femme, Myrta Belknap. Le courant coule bien entre eux. Il lui dit des belles paroles. C'est un jeune docteur très intelligent, propriétaire d'une pharmacie à Chicago, la White City, la grande ville. Il est riche, blablabla. Il aimait de dire qu'il est marié et père d'un enfant. Ben oui. Mais bon, Myrta tombe bien raide en amour avec lui. Holmes, là, il est un très grand beau parleur. Il prend bien soin de son apparence, même s'il sent le smegma. Ouais, c'est ça. Je suis comme... Crème, il doit être beau en tabarouette pour que, genre, avec une odeur de même, je tombe en amour avec, là. Mais mettons, tu sais, j'ai vu des photos de lui, sûrement que toi aussi peut-être. Genre, il est Ouais. pas laid, là. Surtout pour un monsieur de l'époque, genre, il avait de l'air clean. Genre, bien habillé, le petit look, chapeau, melon, tu sais, comme... Il y avait de l'allure, tu sais. Fait que je peux comprendre qu'il avait l'air d'un homme prospère, important, là, puis que les filles tombaient sous son charme. Myrta Belknap, elle, c'est une jeune femme à la vie très ordinaire. Elle habite à Minneapolis avec ses parents. Elle travaille dans un magasin de musique. Elle vit une vie tranquille, pas très flamboyante. Et à ses yeux, H.H. Holmes, un riche docteur, ben, il lui offrirait une vie beaucoup plus excitante. Là, il se crouse un peu, elle est complètement en amour avec lui, et là, Holmes doit éventuellement retourner à Chicago. Fait que les deux continuent à s'écrire des lettres. Et là, il y a une série de correspondances romantiques et toute la quête. Ça va durer quelques mois. En janvier de l'année suivante, le 28 janvier 87, Holmes et Myrta se marient. Et Myrta emménage chez Holmes, au 2e étage de la pharmacie à Chicago. Mais clairement, les papiers sont falsifiés, là. Il peut pas être marié 2 fois. Là. Il s'est marié dans une autre ville sous un faux nom. Fait que, ouais, j'avoue, sous un autre nom. Selon les registres, il a l'air d'un homme marié pour la première fois. OK, je comprends. C'était autant facile dans le temps, ça n'a pas de sens, là, mais ouais. Ouais. 2 semaines après leur mariage, Holmes remplit une demande de divorce qu'il compte envoyer à Clara Lovering, statuant que le 28 juin 1883, Clara A. Mudgett a complètement violé les conditions de son mariage et a commis de l'adultère avec un certain homme nommé J.M. Downer. Tandis que lui, durant les dernières années, il s'est comporté comme un mari exemplaire, aimant et gentil. Il écrit aussi que leur fils Robert, qui a maintenant 6 ans, vit sous sa tutelle, sous sa garde uniquement depuis des années et que Clara s'occupe pas de lui. Donc, il veut le divorce. Le culot. Ouais, what the fuck? Clara a dit qu'elle n'a jamais vu cette demande de divorce-là. La lettre s'est jamais rendue à lui parce que la cour aurait fait des recherches, puis de un, il n'aurait jamais trouvé un certain J.M. Downer. Cet homme-là, clairement, c'est un nom inventé. Et c'est très facile de prouver que Robert habite avec Clara. Genre, ça prend 2 secondes et quart, là. Fait que la lettre se serait jamais rendue à elle, dans le fond. Clara, elle l'a jamais eu de vu. lettre de divorce. Non. Fait que peut-être c'est juste des beaux mots, genre... mais j'ai essayé de divorcer, c'est elle qui a comme pas voulu accepter ma demande de divorce, genre. Ou peut-être que la cour a refusé la demande de divorce. Genre, c'est non justifié, peut-être. OK, ouais. Fait qu'ils l'ont pas envoyé à Clara. Peut-être, OK. Ou peut-être qu'il l'a écrit, mais après ça, il dit qu'elle a jamais répondu. J'ai essayé, comme tu dis. C'est 2 options. Dans tous les cas, c'est de la bullshit, là. Ouais, c'est ça. Bref, il divorce donc jamais de Clara et il continue doublement marié à vivre sa petite vie. Tout semble bien aller au début avec Myrta. Elle l'aide avec sa pharmacie. Elle dit « Wow, on vit le rêve, un couple qui run une business ensemble. Et on travaille en bas, puis le soir, on habite en haut. Tu sais, c'est parfait. La belle petite vie de couple qui fonctionne bien. » Mais elle dit « L'ambition est la malédiction de mon mari. Il veut toujours plus. » Et effectivement, au moment de l'histoire, Holmes ne se satisfait pas de cette vie qui est à mes yeux très réussie. Là, mettons, si on oublie comment il s'est rendu là, peut-être après quelques magouilles, là, nonobstant, comme dirait le gars d'Odé, nonobstant quelques magouilles, je trouve qu'il a une très belle vie en ce moment. Il pourrait très bien se contenter de ça. Ouais, oublions le fait qu'il y a peut-être tué un couple de personnes âgées pour avoir sa pharmacie, mais comme... Ouais. Dans tous les Oubliant cas, ça, on oublie tout le reste. En effet, il y a une vie qui pourrait comme être chill, aller dans cette lignée, là, faire de l'argent, tout ça. Là. C'est pour être fier, là. Mais
non. Holmes, il veut plus. Il veut la reconnaissance, la célébrité, la notoriété, la vraie richesse. Simultanément, Myrta tombe enceinte. Et Holmes, il l'accompagne pas du tout dans la grossesse. Et Myrta commence à se sentir seule, isolée. Elle peut moins travailler sur le plancher à cause de sa grossesse, fait qu'elle est comme envoyée à gérer la paperasse dans le backstore, tu sais. Elle est comme vraiment laissée à elle-même, puis elle mène une vie de solitude, elle est un peu déprimée. Ben oui, parce qu'il n'y a pas besoin d'un enfant, tu sais, des dépenses de plus, là. Ouais, non, et lui, il s'en fout complètement, là. Holmes lui donne plus du tout d'attention, contrairement au début. Il se tanne bien vite de ses compagnes. Et là, ben, Myrta, elle écrit des lettres à ses parents et tout. Et ses parents décident d'aller l'aider et de déménager de Minneapolis à Wilmette, un petit village à 24 km de Chicago, pour l'accompagner. Parce qu'ils sont comme, pauvre petite, t'as l'air toute seule dans ta grossesse, on va venir t'aider. Ben oui. C'est gentil. Sortez-la de là, mon Dieu. Et au début, les parents de Myrta sont pas très fans de Holmes. Ils la convainquent d'emménager avec eux pour la fin de sa grossesse et les premiers mois du bébé au moins. Ils disent, on va t'aider, là, t'es toute seule, ton mari a l'air de s'en colisser. Nous, on va pouvoir t'aider. Fait que là, heureusement pour elle, entourée de ses parents, bien accompagnée par des gens qui l'aiment pour vrai, Myrta donne naissance à la petite Lucy Holmes. Holmes va à peine les visiter à la maison des parents de Myrta, là, il s'en fout complètement. Mais, pour ne pas avoir l'air du gros trou de cul qu'il est, quand il se pointe, il y a toujours une excuse et il amène des tonnes de cadeaux. Des belles surprises et du gros love bombing, mettons. Ouais. Et Myrta et les parents tombent dans le panneau bien raide. Ils sont genre, il est peut-être jamais là, mais il est riche, puis il nous gâte, tu sais, on va l'accepter. Disons qu'on dirait que la barre était très basse dans le temps pour les pères de famille. Avec une femme, un nouveau-né, une pharmacie florissante, Holmes se sent désormais prêt à relever de nouveaux défis. Il a soif de pouvoir et il a des idées de grandeur. Chapitre 5. Le château. Oh shit. Le château. On y arrive. À la fin des années 1880, Chicago est l'endroit idéal pour construire. La ville grandit si vite qu'on y voit chaque semaine des dizaines de nouveaux bâtiments sortir de terre. Des maisons, des commerces, des entrepôts, des hôtels, name it. Et surtout, il n'y a aucun système organisé pour vérifier les plans, les permis. Tu sais, tu peux comme un peu acheter un terrain puis construire de quoi. Tu sais, c'est broche à foin, c'est désorganisé. C'est un peu le Far West. Juste en face de la pharmacie de Holmes et de sa résidence, Holmes voit que le terrain est à vendre. Et là, ça fait longtemps qu'il ziote, là, puis qu'il considère peut-être l'acheter. À l'été 1888, il réussit enfin à l'acheter sous le nom de H.S. Campbell. Ouais. Un autre alias. Il va utiliser des centaines d'alias pour s'amuser à brouiller les pistes et créer un bordel administratif en utilisant chaque fois des noms différents. Là, il acquiert la propriété, mais tu sais, avec des crédits et tout, qu'il va genre jamais payer. Là. On s'entend, il paye pas ce cash. Là. Tu sais, c'est louche ses affaires. Et l'acquisition de ce terrain-là, ça a été la bougie d'allumage pour créer le feu destructeur qui va suivre. Ses idées de Murder Castle semblent lui être apparues d'un coup. Genre, tout de suite, il s'est dit « Wow, je vais créer genre le building de mes rêves, là, que juste moi va comprendre. » Imagine un building de 3 étages avec au rez-de-chaussée, 2 étages si on compte pas le rez-de-chaussée, là. Mais moi, je dis 3 étages. Mais certaines sources disaient 2, mais tu checkes la photo, puis clairement, il y a 3 étages. En tout cas. Au rez-de-chaussée, il y a des magasins, une pharmacie, une bijouterie, des boutiques de vêtements, etc. Ces établissements-là lui permettent un revenu, mais surtout d'engager des employés, surtout des femmes. Le plus de femmes possible. Lui, il veut être entouré de belles pitounes. Les 2e et 3e étages seraient des appartements à louer, dont un très grand, très fancy pour lui-même. Un genre de penthouse dans un des coins du building, avec une grande fenêtre pour qu'il puisse regarder la 63e et Wallace Avenue, là, d'être comme « Ah, this is my city ». Ouais, genre il y a un œil sur sa pharmacie puis sur son appart. Ouais. Ça, c'est ce qu'il veut que son château ait l'air de l'extérieur. Mais il y a des envies beaucoup plus dark pour l'intérieur.
Derrière les murs, il veut créer un véritable château rempli de pièges mortels, comme on peut lire dans les journaux. Mais comment construire un murder castle sans lever le moindre soupçon? Tu sais, tu peux pas le construire toi-même. Tu as besoin de plein d'ouvriers, plein d'employés, des contremaîtres, des plans. Encore une fois, l'époque et le contexte vont lui être un très grand avantage. Je vous explique. Chicago est tellement en croissance que les entrepreneurs veulent des contrats, les travailleurs veulent être payés, là, sont comme oui, ils posent plus de questions, sont juste genre, je vais travailler 3 jours là-dessus, 3 jours là-bas, tu sais. La ville veut des nouveaux commerces aussi, fait qu'ils remettent pas trop en doute là, des gens qui veulent construire. Personne n'a le temps d'enquêter sur un client bizarre. Holmes profite de ce chaos organisé pour faire construire un édifice aux fonctionnalités étranges, sans jamais que personne se rende compte de rien. Ou s'il y a des soupçons, ben, qui s'en foutent. Ils sont juste genre, ben, whatever. OK. À l'époque, on construisait avec des petites équipes indépendantes. Tu sais, les grosses compagnies, mettons, d'architectes de construction n'existaient pas. Fait que Holmes peut engager une équipe pour les murs, une équipe pour la plomberie, une équipe pour l'électricité, une équipe pour les finitions, les fondations. Tu sais, tout compartimentalisé. Et il peut renvoyer les équipes ou les ouvriers dès que les gens posent trop de questions. Fait que là, Holmes engage une petite équipe pour les fondations, mettons, en leur donnant juste une partie des plans. Et là, une fois, du jour au lendemain, sans prévenir, il les renvoie. Il engage une autre équipe, puis il leur donne la suite du plan. Fait que personne n'a une idée du big picture, de ce que le château va avoir l'air. OK. Holmes n'y va pas de main morte. Là. Il veut que toutes ses idées de grandeur se réalisent. Fait que là, c'est un roulement constant. Il engage les travailleurs une journée, il renvoie le lendemain. Quelqu'un pose une question, il renvoie. Il dit, OK, toi, t'installes une porte. Il renvoie, là, il dit au gars, OK, la porte va se barrer juste de l'intérieur. Puis là, le gars, il dit, pourquoi? OK, ben si tu veux pas le faire, je te renvoie. Oh mon Dieu, c'est vraiment étrange. Genre, OK, ici, c'est un cadre de porte. Non, mais j'aimerais que tu le remplisses. Finalement, c'est un mur de briques. Ah, OK, là, ce serait le temps de mettre un bain. Non, mais je veux que ce soit un trou. Parce que ça va être autre chose. Ça va être la chute à déchets. Après ça, genre, dans la douche, mets-moi le style d'affaires électriques, tout le panneau électrique dans la douche. Genre, what the fuck? Ouais. OK. Je comprends pas. En tout cas, bref. Comment ça s'est fait? Ouais, c'est vraiment broche à foin. Et c'était très courant à l'époque de payer les gens en retard. Fait que, tu sais, évidemment, Holmes, là, il payait pas le 3/4 de ses employés, là. Et beau-parleur, ben, il leur promettait une paye, mais elle n'arrivait jamais. Fait que là, aussi, ça arrivait souvent que des gens faisaient juste abandonner le chantier parce qu'ils sont comme, OK, clairement, on sera jamais payé, on s'en va. Fait que là, lui, t'es comme, OK, il m'a engagé d'autres mondes. Holmes y apporte parfois des plans modifiés, incomplets ou contradictoires à ses équipes. Certaines pièces sont construites et reconstruites quelques jours plus tard. Des murs apparaissent, disparaissent. Des escaliers mènent finalement nulle part. Des portes sont installées puis scellées. Genre, OK, elle n'ouvrira juste jamais cette porte-là. C'est vraiment curieux. Ouais. Les ouvriers pensent que c'est un perfectionnisme obsessif ou un propriétaire qui change d'idée trop souvent, quelqu'un d'indécis qui est comme illogique. Mais en réalité, Holmes crée progressivement un bâtiment dont lui seul comprend la logique interne. Là, il y a des gens qui se disent « Hey, pourquoi il y a un coffre-fort taille humaine dans la chambre du propriétaire? Pourquoi il y a une chambre scellée sans oxygène qui passe? Pourquoi il y a une grosse chute au milieu du bâtiment? » T'sais, les gens se posent des petites questions, mais ils se font renvoyer avant de vraiment s'inquiéter. On dirait que j'ai genre 2 images en tête. Genre, je vois comme le film, mais c'est peut-être parce que je suis trop dans le mode Noël en ce moment, mais Home Alone, là, avec le les deuxième. booby traps, là, ouais. Ouais. Avec les quoi? Les booby traps, là, ben genre les petits pièges. Oui. Les pièges, là, ouais. Oui. Excusez. On dirait que je m'attendais pas. J'étais déstabilisée. Ouais. À New York, là, tu sais, là, fait que là, il y a des trous, il y a des faux planchers, des faux ci, en tout cas. Ouais. Parce que l'immeuble était en réparation. Je vois vraiment cette image-là dans ma tête. Ben, c'est moins cutie. Ouais. Et aussi, ça s'appelle le château, là, mais c'est pas un château. C'est vraiment, on dirait un building à Montréal, là, genre... je bloc, vois le genre. 3 étages d'un coin de rue, là. Ouais. C'est pas un château. La construction du Holmes Castle, ça va s'appeler comme ça, là, officiellement. C'est Murder Castle, c'est ce que les journaux ont donné comme nom, mais clairement, il n'était pas écrit devant le building, en gros, Murder Castle. Non, c'est ça. Bref, sa construction va commencer à l'été 1889.
Et Holmes est en partie inspiré des plans conçus par lui-même, mais il y a aussi ceux d'autres collaborateurs. Il y a des gens qui l'ont aidé parce que c'est pas un architecte, là. Il a fait affaire avec Charles Berger, Edward Gallner et Patrick Quinlan. Et, fun fact pas fun, après, une fois cette histoire-là finie, quand tout aura été mis au grand jour, Patrick Quinlan va s'enlever la vie. Avait-il des remords? Était-il au courant de ce qu'il avait construit? Ou c'est complètement random? Bizarre. Bref. Ouais, c'est une bizarre, un curieux hasard. La main-d'œuvre et les matériaux pour la construction du château devaient provenir d'Etna Iron and Steel, une compagnie là, de construction. Et pendant la construction de tout ça, Holmes est déjà prêt à utiliser son château meurtrier, avant même que la construction soit finie. Au début de la construction, il approche un maçon nommé George Bauman et il lui fait une proposition étrange. Pendant que Bauman fait sa job sur le chantier, Holmes va le voir et lui dit « Check ce gars-là là-bas. » Et là, il y a quelqu'un qui est en train de travailler un peu dans le sous-sol, genre, mais il n'y a pas de toit, fait comme dans un trou. Ouais. Il dit « Ça, c'est mon beau-frère. Il m'aime pas, puis moi, je l'aime pas non plus. Ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais échapper une brique sur sa tête, mettons, par accident, puis le tuer pendant que tu travailles. Je te donnerais 50$ en échange. » What the fuck? Là, Bauman n'est plus jamais retourné travailler au chantier après. OK, thank God, là, j'avais peur que tu me dises que genre... Non, mais tu sais... complice dans une affaire. Il testait déjà un peu comme... What the hell? Ouais. On dirait qu'il testait un peu pour se trouver un acolyte ou quelqu'un pour l'aider dans tout ça, parce que là, vous allez comprendre dans 2 secondes. Là. Holmes a l'air de se chercher un assistant. Quelqu'un d'un peu naïf, mais fidèle et influençable, qui le suivrait un peu dans ses affaires. Ouais. Et comme de fait, peu de temps après, pendant la construction, Holmes fait la rencontre d'un charpentier nommé Benjamin Pitezel. À retenir, cet homme est important dans l'histoire. Donc, H.H. Holmes se cherchait un H.H. Watson. C'est ça que tu me dis? Oui! J'aurais aimé ça qu'il s'appelle Watson. Ça aurait été vraiment drôle. Hein? Ouais, hein? Ouais. Mais d'ailleurs, Holmes, là, il a choisi son alias aucunement à cause de Sherlock Holmes, je pense. Je me demandais... Ça n'a aucun lien. Okay. Je sais même pas si... Selon... me semble que c'est Elena qui le dit là, dans le podcast, mais je pense que le premier livre là, de Sherlock Holmes n'était même pas sorti quand il a créé son alias. Fait que c'est juste Holmes, c'était un nom de famille quand même connu à l'époque. Tu sais. Ouais. Mais genre, ben du monde essayait de dire oui, il aimait Sherlock Holmes, mais non. Et là, la job là, de Benjamin Pitezel, là, c'est de s'occuper des chevaux sur le chantier. Parce que, tu sais, c'est pas des grosses grues là, qui déplacent le stock, c'est des chevaux. Et de fil en aiguille, ce Benjamin Pitezel va se rapprocher de Holmes et va gagner sa confiance. Pitezel, il a un casier judiciaire, il a commis quelques crimes mineurs, là, rien de très grave, là, c'est pas un grand meurtrier, là, mais il va devenir un peu le bras droit, l'assistant personnel de H.H. Holmes. Pitezel, une fois, il a été arrêté pour avoir essayé de passer des chèques sans provision, des bad checks, en Indiana. Et Holmes lui aurait payé sa caution. Comme ça montre que il s'aimait quand même un peu, mais il lui aurait payé avec des chèques sans provision aussi, avec d'autres bad checks. Fait que, puis ça a passé, genre, what the hell? Je sais pas trop. Et là, ben, c'était... il a payé sa caution, fait que là, il est pas libre, faut qu'il retourne subir son procès, mais il va jamais retourner en Indiana pour son audience. Fait que là, Pitezel est genre semi-recherché, mais c'est pas un crime grave non plus, fait que disons qu'il fait juste éviter l'Indiana. Mais là, il est à Chicago... Il continue à vivre sa vie. Mais tu sais, ça montre un peu que c'est un gars sketch, là. Ouais. Mais moins que Holmes. La construction va de bon train du château, malgré plusieurs éléments douteux. Les témoignages qu'on a sur le Murder Castle viennent surtout des journaux de l'époque comme le Chicago Tribune, le Inter-Ocean, puis d'autres dépositions de 1895 environ. Fait que, est-ce que c'est juste des gens qui disaient de la merde pour passer dans le journal? Fait que gardons un grain de sel, tout ça. Un charpentier, Edward Hatch, dit qu'il a dû construire 3 versions différentes d'un même mur en moins d'1 semaine. Il dit Holmes me disait qu'il voulait juste changer d'idée, mais personne ne comprenait, ça n'avait aucune logique. Un autre ouvrier raconte qu'il avait construit un escalier, puis on lui a demandé de l'enlever le lendemain. Genre, finalement, pas d'escalier là. OK.
Un des témoignages les plus cités vient d'un plâtrier qui affirme que Holmes lui aurait demandé d'installer des portes qui se verrouillent uniquement de l'extérieur et de renforcer les murs d'une pièce, entre guillemets, pour l'isolation, et d'ajouter une ouverture dans le plancher, entre guillemets, pour un système de ventilation. Mais après coup, cette pièce fut identifiée comme la fameuse chambre à gaz du Murder Castle. Oh, sacre. Dans les journaux de l'époque, après les faits, on peut lire des témoignages d'ouvriers qui disent des trucs un peu sensationnalistes comme « Je n'avais jamais vu un propriétaire vouloir contrôler autant de choses depuis son bureau. J'avais l'impression qu'il voulait savoir ce qui se passait dans toutes les pièces du château. C'était étrange de voir un conduit de linge qui donnait dans une cave humide. Genre une chute à linge. Je demandais où menait un petit passage étroit et le propriétaire m'a juste répondu que c'était pas de mes affaires. » Ouh. Oh mon Dieu! OK. Donc, malgré tous ces éléments étranges, personne ne réalise à ce stade-ci ce que Holmes est en train de faire construire. Presque tous les ouvriers étaient remplacés dès qu'ils posaient trop de questions. Résultat, personne ne connaît le bâtiment au complet, sauf Holmes lui-même. Ouais, c'est ça. Vers la fin de l'année 1888, à force de ne pas payer ses dettes, la compagnie avec qui il faisait affaire, là, Etna Iron and Steel, poursuit Holmes. Là, son genre, « Hey, on te donne plein de matériaux, tu nous payes jamais, on en a plein notre cul. » Ben, j'espère. C'est une chose de ne pas payer des travailleurs qui sont souvent immigrants, qui ont comme pas moyen de pression. S'ils se font pas payer, ils doivent juste espérer être payés ou trouver un autre job, tu sais. Ouais. Mais là, une compagnie respectée et tout, tu sais, tu peux pas les crosser aussi facilement. Et ils ont les ressources pour t'amener en justice, là. Holmes, pour se sortir de ce mess, change l'acte de propriété pour le mettre sous le nom de sa belle-mère, donc la mère de Murta. OK. Fait que là, quand Iron and Steel arrive, son genre « Hey, paye-nous », il dit « Ben, je sais pas, c'est pas moi le propriétaire, je peux pas vous aider, désolé. » Voyons donc, ça c'est pas puis tout ça. Voyons. C'est genre... Il fait n'importe quoi. Vraiment. Puis on dirait qu'à l'époque, t'as juste comme pas de moyen de t'aider. C'est juste genre, ben, OK, je vais aller poursuivre la belle-mère qui a pas d'argent. C'est un esti de genre. labyrinthe, genre comme son esti de château. Exactement. C'est genre une matérialisation concrète de son esprit et de ses magouilles, genre. C'est vrai. Autant le chantier est un véritable chaos monumental, le château finit d'être construit en 1890. C'est très rapide. En moins de 2 ans, il va ajouter des petites touches par-ci par-là, mais il est habitable depuis 1890. C'est extrêmement rapide pour la complexité de la chose. Voici le produit final selon la presse de l'époque. Le bâtiment de Holmes ressemble à un bâtiment commercial ordinaire de l'extérieur, mais son intérieur est une machine à désorienter, un labyrinthe où chaque espace semble conçu pour donner au propriétaire un contrôle total sur les personnes qui y circulent. Et là, je vais conclure cette première partie en vous listant les éléments principaux de ce cauchemar. OK. Qui a peut-être et probablement été exagéré par les médias de l'époque. Peut-être, oui. Premièrement, les portes qui ne mènent nulle part. Il y avait plusieurs portes qui s'ouvraient directement sur un mur de briques ou sur des escaliers inachevés. Ces portes servent à donner aux visiteurs un faux sentiment de sortie aux personnes si elles tentaient de s'enfuir. 2. Les couloirs tournants et sans issue. Le château contient des corridors trop étroits, des passages qui reviennent sur eux-mêmes et des angles étrangement serrés, des coins de couloirs qui sont comme pas à 90 degrés. Tout est pensé pour désorienter n'importe qui va se perdre dans des couloirs, revenir au même endroit tout le temps. Et tout le monde est perdu dans les couloirs sauf Holmes. 3. Les pièces sans fenêtres. Plusieurs chambres étaient entièrement closes, sans la moindre ouverture vers l'extérieur. Certaines de celles-ci étaient insonorisées, d'autres scellées d'oxygène. Et ne pas avoir de fenêtres dans plusieurs pièces, c'était pas seulement étrange pour l'époque, c'était extrêmement inhabituel pour comme un édifice à logement à louer parce que ça avait quand même une valeur commerciale importante d'avoir une fenêtre dans ta pièce. Attends, mais il louait ça comme un complexe d'appartements? Son prétexte. OK. Mais pas beaucoup de gens ont habité là. Mais genre, le cover, pour avoir plein de pièces random au deuxième, c'est des appartements à louer. OK, je comprends. Il y en avait certains là, à louer, mais d'autres, des pièces que personne n'avait le droit de rentrer, mettons, des pièces pas de fenêtre. OK, fait qu'il y a eu des gens qui ont habité là. Oui. Je vais y revenir plus tard. OK.
Puis autant c'est sketch, autant c'est dangereux pour les incendies. Là. C'était pas normal d'avoir des pièces pas de fenêtres. Là. Non, c'est sûr que non. 4. La chambre à gaz. L'un des éléments les plus souvent mentionnés dans le château est une chambre équipée d'un système permettant de faire entrer du gaz depuis les conduites contrôlées par Holmes. Holmes, depuis son bureau, aurait la capacité de, mettons, gazer une pièce. Tabarnak. Cet élément, quoique populaire, est aussi grandement remis en question. Il y a des gens qui disent que ça, c'est pas vrai. 5. Les trappes. Plusieurs chambres avaient des trappes au plancher, des portes super basses, des ouvertures dans les murs ou des petites fenêtres intérieures menant des couloirs secrets. Holmes pouvait observer des gens dans une pièce sans se faire voir ou accéder à certaines pièces sans être vu. Il pouvait comme disparaître d'une pièce puis arriver dans une autre pièce parce qu'il y avait des passages secrets d'une pièce à l'autre. C'est crack dingue. 6. Le toboggan. Et non, ce n'est pas une glissade comme au Ronald McDonald. Ouais, Au centre du bâtiment, il y avait une trappe inclinée qui menait à une genre de grosse chute jusqu'à la cave. Le personnel pensait qu'il s'agissait d'une chute à linge, mais on dit que ce serait plutôt une chute à cadavre ou à débarrassage de preuves, mettons. Ouais. Parce que ça menait pas à la laverie, là, la buanderie. Là. Ça menait genre à un sous-sol en terre pas fini. Là. Une fosse, genre un peu. Là. Cet élément aussi est remis en question, notamment par l'auteur du livre. Lui, il dit non, c'était courant d'avoir une chute pour si ça. Mais tu sais, on a trouvé... Là, c'est pas un spoiler, on a trouvé des ossements dans son sous-sol. Là, fait que, tu sais. OK, ouais. 7. Les murs doubles. Certaines chambres avaient un double mur, un espace vide étroit de quelques centimètres seulement, dans lequel Holmes pouvait se faufiler, comme un peu du frogging. Ouais. Ce système sert également à étouffer les sons. Ça l'étouffait, ça l'insonorisait les pièces parce qu'il y avait un double mur. Ouais. Donc, si tu cries, personne ne peut t'entendre. 8. La chambre froide. Il y a une grande pièce dotée genre d'une genre de porte isolante, comme une chambre froide. Ouais. Mais les gens disent qu'elle aurait été utilisée surtout pour conserver les corps de ses victimes. Ouais, parce que logique. Il n'y avait pas de restaurant dans son building. Fait que pourquoi tu avais besoin d'une chambre froide? Ouais, non, c'est ça. 9. La salle de dissection. Dans la cave, il y avait une table de dissection, des instruments chirurgicaux, des scies, des scalpels, des pinces, un fourneau, un établi et, éventuellement, des restes d'os humains disséminés. Ils seront retrouvés aussi à la cave. Il pratiquait des dissections pour le plaisir dans sa cave ou il découpait des corps? Oui, c'est assez... il y a tout ce qu'il faut, là. Oui. C'est la recette parfaite, là. 10. Le crématorium. Dans le sous-sol se trouvait un four industriel inhabituel pour un bâtiment du genre. Holmes prétend que ça sert à stériliser ses outils de médecine, genre par la chaleur. Mais des gens disent que, selon la température du four et sa forme, ça a tout l'air d'un crématoire pour brûler des cadavres. Ouais, ça a bien du sens. C'est genre le paradis pour un tueur en série. C'est ça, là. Vraiment. Voyons donc qu'il est capable de construire ça avec l'aide de tout le monde. Genre. En tout cas. 11. Les cuves. La cave aurait contenu aussi des barils d'acide sulfurique, des bains de chaux-vive et des cuves métalliques. Puis là, de la chaux-vive, là, j'ai lu sur Google, là, c'est de l'oxyde de calcium, une poudre blanche alcaline obtenue par calcination du calcaire qui réagit violemment avec l'eau et elle est utilisée pour ses propriétés désinfectantes, fongicides et régulatrices de pH. Mais disons que ça peut aussi aider à dissoudre la chair de des cadavres, nettoyer des éléments de preuve, enlever le sang sur il y a tout. tes scalpels, bref. 12. Le bureau de Holmes. Et là, c'est l'élément peut-être le plus remis en question. Là. Semble-t-il que son bureau personnel aurait plusieurs éléments de la structure qui y mèneraient. Il y aurait eu des valves, des interrupteurs, des conduites, des câbles qui lui permettraient de contrôler tout depuis son bureau, l'air dans certaines pièces, la chaleur, le froid, le gaz. Donc, ça donnait un peu un caractère vivant au château, un côté vraiment creepy. Il y avait peut-être des systèmes assez précaires pour l'époque, là, mais de, mettons, ça sonne s'il y a quelqu'un dans telle pièce. Mettons, une porte s'ouvre, ça fait sonner une clochette dans son bureau. Fait qu'il pouvait keep track de tous les mouvements dans son building. Mais bon, voici ce qu'on dit de son château.
la vérité se trouve peut-être au milieu de tout ça. Le Murder Castle existe, ses pièces étranges aussi, mais ce qu'on en a raconté après coup, les chambres à gaz et les centaines de victimes qui auraient été tuées là-dedans, le génie du mal qu'aurait été Holmes d'avoir vraiment un château de la torture, c'est peut-être plus du journalisme sensationnaliste que de la réalité. Holmes n'était pas un monstre mythologique. Il était bien pire que ça. C'était un monsieur ordinaire, charlatan, pas très bon en médecine, mais qui a réussi à faire tout ce qu'il voulait faire sans se faire repérer. Là, il habite maintenant avec sa femme Myrta et sa fille Lucy dans son château, dans le penthouse. Et Holmes est prêt à montrer pourquoi son château est surnommé le château de la mort. Il est prêt à tuer. Et dans les meurtres officiels qu'on en a recensés. Et c'est ici que je vous laisse pour la partie 1. Sur un petit cliffhanger. Shit, c'est rough. Moi, je sais que je vais l'écouter tout de suite, la gang. Oui, chanceuse. Pauvre vous autres, j'aurais tout envie de savoir tout de suite. OK, mais j'ai tellement de questions tout de suite. Là. Mais tu sais, il faut comme respirer un peu. Tu sais, genre, je peux pas m'embarquer dans un autre 1h50 de meurtre et tout. Là. Mais non, c'est parfait. Puis ça fait juste nous... Tu sais, on sait déjà un peu tout ce qui va se passer là-dedans, mais on n'a juste pas les détails. Mais comme, c'est creepy en tabarnak. Moi, j'ai plein de questions, là, mais je peux pas les poser maintenant, j'imagine. Là. Non, anyway, toi, tu pourras me les poser vite, là, mais dans la partie 2, ça va barder. Là. Si vous trouviez que c'était un slow burner, là, ça va débouler dans la prochaine partie. C'est clair. Mais pour vrai, là, si, mettons, on oublie le fait qu'on parle ici d'un tueur en série, de quelque chose de super morbide, c'est vraiment le genre d'endroit que j'aimerais tellement aller. Genre, visiter, on dirait, on dirait genre SOS Labyrinthe, là, ou genre un escape room. Oui, on dirait un escape room. Genre, tu sais, mettons là, que quelqu'un avait vraiment. Ben, là, il l'a fait, là, mais tu sais, qu'on construit à ce jour un genre de château comme ça, avec genre des portes qui mènent nulle part, des affaires de même, je capoterais, là, genre d'aller faire la visite de ça, puis d'essayer de sortir, puis blablabla. Puis là, t'as comme des micros qui te parlent dans les pièces. Tu peux, genre. En tout cas. Tu sais, à plusieurs, mettons, un énorme escape room. Oui! Mais pas avec des chambres à gaz, là, on s'entend. Mais des salles de dissection au sous-sol. Mais je pense que, tu sais, cette histoire-là a fasciné l'imaginaire et tout. Il y a eu des jeux de société, genre un genre de clou, mais que les pièces, c'est le château de Holmes. Ouais. Fait qu'il y a sûrement eu des escape rooms aussi inspirés de ça. C'est sûr que oui. Ah, il y en a de toutes, là. Genre, mettons, je cherchais des images du plan, là, des blueprints, genre. Puis ça me sortait le jeu Clou, genre. Je suis comme, clairement, c'est pas ça. Mais c'est que je me demande à quel point, genre, il y a des... Mettons... Mais là, j'ai envie de te poser une question, mais au pire, dis-moi si tu me réponds pas, mais est-ce que cet endroit-là existe encore aujourd'hui? Non, il est démoli. OK, parfait. C'est ça, je me demandais. Puis là, tu sais, je suis comme, est-ce qu'il y a du monde qui ont tenté de construire une affaire fucking même ou on est juste en mode genre, non, plus jamais. Tu sais, je veux dire, ça n'aurait jamais dû se passer à la base. Ben, je veux pas. OK, mais dis-moi rien. C'est bon. Laisser planer le mystère encore un peu. Il y a pas de problème. Je suis tellement, genre, autant je sais que je vais être dégoûtée dans le prochain épisode, autant là, je suis comme fascinée, on dirait. Mais ça a tellement escaladé vite, là. Ben, c'est là où je m'en venais. What the fuck? Comme, tu sais, il passe d'un escroc minable, lâche, qui est pas capable de vivre par lui-même, qui doit, comme, tout se faire payer par ses femmes, à un tueur en série, là. Puis, tu sais, de ce qu'on sait, avant de construire son château, il avait tué personne. Ou si oui, c'est vraiment flou, c'est jamais prouvé. Non, c'est ça. Tu sais, moi, je pense qu'il a tué avant, parce que pour vouloir construire un château avec tout ça dedans, c'est que tu sais que tu as envie de tuer, puis si tu as vraiment envie de tuer, à quel point tu peux te retenir autant d'années puis d'attendre d'avoir ton château parfait pour le faire. Tu sais, peut-être que tu tué une ou deux fois avant. Non, c'est ça aurait été vraiment random. Tu sais, il y a comme sa pharmacie, son appart, puis là, bon, je construis un château et là-dedans, je vais tuer plein de monde. Ouais. Genre, on dirait que ça fait pas de sens. On dirait que c'est un peu comme Herb Baumeister, que genre, avant d'avoir son domaine, il faisait ça. Il tuait déjà, mais un peu partout, n'importe où, puis on n'était pas vraiment capable d'associer que c'était exactement lui. Puis là, un coup qu'il a eu son domaine, là, paf, paf, paf. Fait qu'on dirait que c'est ça, genre. Ben oui, moi il a aussi, peut-être tué à travers les villes où il est allé, puis il a tout le temps fait ça un peu, genre, random. Puis là, il s'est dit, bon, là, maintenant que je t'ai installé, je vais faire de quoi de gros, genre. En tout cas, bark.
Vraiment. Puis là, tu sais, dans la partie 2, je vais vous parler des victimes de tous ces crimes qui ont eu le malheur d'entrer dans son murder castle et comment son règne a pris fin. Il a tué plusieurs de ses compagnes, partenaires. Il a tué des enfants. Il a tué un père de famille. Oh mon Dieu. Il est vraiment sans scrupules. Oh mon Dieu, en tout cas, je suis bien contente, moi, de l'écouter tout de suite. Vous autres sur Patreon aussi. Puis, crime, c'est intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus. Je suis hype. À quel point tu connais cette histoire-là, ce personnage-là? À peine. Genre, pour vrai, j'ai l'image de à quoi il ressemble. J'ai peut-être entendu son nom justement dans des affaires de même, là, de genre, il existe peut-être des jeux de société ou escape room ou un film ou whatever. Mais rien, là. Pour vrai, je sais même pas ça a l'air de quoi. T'as-tu des photos de ce château-là? Ouais. Oui? Ah, mon Dieu. Mais tu sais, genre, pas plus de détails, là. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il va faire dans ce château-là. Là. J'ai pas de photos de l'intérieur, mais j'ai comme la façade. Ouais. Mais non, j'imagine. Cool d'abord. Oh les lordy. Ben, bonne année encore. Oui. Merci d'être toujours là après 2 ans quasiment avec nous. Ouais, merci tellement. Là, on commence l'année en force avec cet épisode. Les gens qui écoutent seulement nos épisodes réguliers, ben on se voit la semaine prochaine. On s'écoute la semaine prochaine pour la partie 2. Eh bien, à très bientôt. On vous aime fort. Oui. Gros bisous. Bye! Bye!